ravie là, de vous retrouver pour un nouvel EPU dans le service de chirurgie pédiatrique. Donc, pour mémoire, là, je vous ai remis le QR code parce que tous les derniers EPU là, sont enregistrés et donc sont disponibles sur la chaîne YouTube du CHU. Donc, c'est toujours accessible si jamais l'horaire du soir, vous pouvez toujours les revoir. Donc dans ceux qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, il y a l'urologie pédiatrique, disons, vraiment pratico-pratique du quotidien. Et là, aujourd'hui, du coup, il faut se renouveler, il faut trouver d'autres sujets. Et là, on rentre un peu plus dans la spécialité. Là, c'est vraiment l'urologie pédiatrique au sens spécialité du terme. Mais c'est quelque chose qui vous concerne tout autant parce que vous êtes tout à fait impliqué dans le suivi de ces enfants au quotidien et prenez complètement part à cette prise en charge. Donc là, on va parler des anomalies d'écoulement des urines, donc, qui rentrent dans le groupe des uropathies malformatives. Au niveau titre, on a été plus rigolo. Je suis fière de celui-là, je ferai mieux la prochaine fois. Du coup, ça m'a... Par contre, février 2026. J'ai mis 2000... Ah ouais. J'arrive pas à avancer dans le temps. C'est vrai, 2026, tout à fait. Donc, les uropathies malformatives. En vrai, le vrai terme technique dans la littérature, c'est les CACUT, donc congénital anomalie of the kidney and urinary tract. En vrai, c'est un grand fourre-tout de plein d'anomalies qui sont toujours des anomalies congénitales, en gros, du rein et des voies urinaires. Donc, dedans, il y a les anomalies du parenchyme rénal. Alors, les agénésies, les dysplasies multiples, hypoplasie, tout ça. En pratique, ça, c'est vraiment plutôt une perte du parenchyme rénal, une altération. Et donc, le suivi, il est vraiment néphrologique. La prise en charge chirurgicale, elle est exceptionnelle dans ces uropathies. Quelquefois, on peut être amené à enlever un rein avec une dysplasie multicytique, mais c'est vraiment exceptionnel. Le suivi, il est surtout néphrologique parce qu'il y a vraiment une perte du capital néphronique. Après, il y a les variations anatomiques. Alors là, on peut tout avoir. En gros, les reins peuvent être absolument n'importe où, dans n'importe quelle position. Ils peuvent être en système double. Le rein en fer à cheval, ça, c'est un peu... Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est un peu plus fréquent, ça. Donc, c'est ce rein-là avec une fusion sur la ligne médiane. Donc, vraiment, il y a beaucoup de possibilités. La nature est très inventive. En pratique, c'est un suivi qui est souvent pas forcément spécialisé parce que un rein mal roté pelvien peut tout à fait très bien fonctionner. Par contre, il faut quand même les suivre et les surveiller en échographie parce que quand même le fait que ça soit pas tout à fait dans le bon sens, ce rein, ça peut engendrer quand même une anomalie d'écoulement des urines avec un uretère qui peut pas aller tout à fait dans le sens du flux et donc il peut y avoir des dilatations qui peuvent apparaître. Et puis dans les systèmes doubles, par exemple, vous pouvez avoir des accouchements ectopique et donc il peut être responsable d'incontinence. Donc il faut quand même avoir un suivi pédiatrique, ou en tout cas médecin généraliste, mais disons externe, avec des surveillances échographiques de temps en temps. S'il n'y a rien qui se passe, on peut faire une écho tous les 2-3 ans, mais il faut quand même les dépister de temps en temps, vérifier que ça coule bien dans ces reins qui ne sont pas tout à fait dans le bon sens. Et puis voilà, au moindre doute, à la moindre survenue d'événements, ou si on a l'impression que les reins sont un peu petits, grandissent pas trop, il ne faut pas hésiter non plus à faire appel à la spécialité uro ou néphrologique. Et puis, on se rapproche du sujet dont on va traiter ce soir. Il y a les anomalies des voies urinaires, donc la tuyauterie. Donc, il y a tout ce qui est malformatif vraiment, c'est-à-dire urétérocèle, système double avec la bronchite ectopique. Là, le suivi, il est néphro-urologique parce que ces anomalies peuvent engendrer du coup une anomalie d'écoulement des urines. Et c'est là où vient notre sujet de ce soir. C'est cet écoulement d'urine qui ne se fait pas de façon normale. Et donc, globalement, on ne va pas traiter toutes les anomalies d'écoulement des urines parce que c'est pareil, il y en a énormément, mais il y a quand même une grande majorité qui concerne d'une part les reflux, donc le reflux vésico-urétéral. Les urines, normalement, c'est sens unique, du rein, pied long, uretère, vessie, urètre. Si vous avez une remontée des urines de la vessie vers l'uretère, voire jusqu'au pied long, dans ce cas, c'est ce qu'on appelle le reflux vésico-urétéral. Ou alors, vous avez toute la partie obstruction de l'anomalie d'écoulement des urines. Donc, l'obstruction, elle peut être tout au long de la route, disons, de la rivière.
au niveau de la jonction pylo-urétérale, au niveau de la jonction urétero-vésicale et au niveau de l'urètre. Ça, c'est globalement les grandes pathologies d'anomalies d'écoulement des urines dont on va discuter ce soir. Oui, je n'ai pas redit parce que je pense que maintenant on devient des habitués, mais c'est sympa si c'est un peu interactif, c'est plus sympa pour vous, c'est plus sympa pour nous. Donc vous n'hésitez surtout pas à poser des questions. Je m'arrête de temps en temps pour répondre à toutes les questions que vous posez par écrit. Comme ça, bon, c'est plus agréable pour tout le monde et puis ça nous apprend à vous et à nous dans l'interaction plutôt que dans un truc très pédagogique. Alors, c'est là où j'appréhendais parce que c'est un sujet auquel je tiens beaucoup. Moi, j'ai une passion pour l'urologie pédiatrique, c'est une spécialité, mais parce que j'adore la philosophie qu'il y a derrière l'urologie pédiatrique. Et j'avais envie vraiment de la transmettre parce qu'il y a toute une réflexion dans cette spécialité. Il y a des dogmes et il y a des principes. Donc, le dogme le dogme le plus important, celui qui est en haut de tous, notre objectif d'urologue pédiatre, c'est la protection du haut appareil. Notre objectif, c'est que les reins ne s'abîment pas, parce que notre seule hantise, c'est qu'on abîme les reins, ça met en jeu la qualité de vie, le pronostic vital. Un enfant en dialyse, c'est une catastrophe. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce rein ne s'abîme pas. Pour découler de cet objectif-là, il faut quand même avoir notion qu'on ne peut pas tout révolutionner en chirurgie. On ne peut pas tout améliorer, on ne peut pas tout traiter. Il y a des choses qui sont en dehors de nos compétences chirurgicales. Et donc, il faut savoir ce qu'on est capable de prendre en charge, ce qu'on est capable de traiter pour améliorer le pronostic du haut appareil. Et en pratique, les explorations en urologie pédiatrique, elles sont quasiment toutes invasives, à part l'échographie. Et donc, notre philosophie actuellement, c'est plutôt de se dire que finalement, on sait ce qu'on peut traiter et donc on ne va chercher que ce qu'on va traiter. Parce qu'il y a plein de diagnostics possibles et finalement, savoir quel est le diagnostic exact, ça a peu d'intérêt et c'est invasif de le savoir. Et finalement, notre objectif, ça va être que de se dire, attention, ça va falloir le traiter, donc il faut que je sache exactement ce que c'est et donc je vais le chercher exactement pour savoir exactement ce que c'est. Sinon, finalement, si on se dit que tout ça ne va pas abîmer le haut appareil et qu'il n'y aura pas de conséquences, l'ensemble de ces anomalies d'écoulement des urines, finalement, on n'a pas trop besoin de savoir exactement qui est qui. Donc, on cherche que ce qu'on veut traiter. Ensuite, et globalement, ça, c'est un truc génial pour les enfants et qui est incroyable, qui est un peu embêtant pour nous chirurgiens parce que finalement, plus ça va, moins on opère parce que quand même, il faut constater que la nature est extrêmement bien faite et qu'en urologie pédiatrique, globalement, les choses s'améliorent toutes seules sans nous. On va les détailler après, hein, mais il y a la grande majorité des pathologies en urologie pédiatrique, surtout les écoulements des urines, finalement, le temps fait tellement bien les choses que dans le temps, ça va s'améliorer. Mais il y en a certains qui ne s'améliorent pas, et il y en a certains qui vont pouvoir, on revient au dogme, altérer le haut appareil, et surtout, il y en a certains qui vont être tout mignons au départ, rien demander à personne, et qui vont s'aggraver dans le temps. Donc, un principe hyper important aussi de l'urologie pédiatrique, c'est qu'on les surveille beaucoup, ces enfants-là. On fait beaucoup d'échographies, mais parce qu'en fait, c'est important de ne pas rater la petite proportion de patients qui, eux, vont avoir besoin de notre intervention et qui, pour le coup, on a l'impression qu'il y en a plein qui vont très bien et qu'on surveille éternellement alors qu'il ne se passe jamais rien. C'est vrai. Mais il y en a certains, il ne faut pas les rater. Eux vont se décompenser ou mal évoluer et il faut savoir les repérer et savoir les traiter pour ne pas abîmer le haut appareil. Parce que qu'est-ce qui abîme le haut appareil en urologie pédiatrique, hein, je ne vous parle pas de la partie néphrologique, je vous parle de la partie anomalie des écoulements des urines que nous, on peut prendre en charge chirurgicalement. Où est-ce qu'il faut, nous, on peut être actifs et qu'est-ce que nous, il faut rechercher? La première chose qui abîme le haut appareil dans l'anomalie d'écoulement des urines, c'est les infections urinaires fébriles, les pyélonéphrites aiguës. Comment on sait que ces pyélonéphrites aiguës, elles altèrent le haut appareil? Parce qu'elles font des cicatrices sur la scintigraphie au DMSA. Et la preuve de la pyélonéphrite et la preuve de l'altération du haut appareil, elle est sur cette scintigraphie au DMSA et sur cette cicatrice.
La deuxième chose qui altère le haut appareil, dans les anomalies d'écoulement des urines, par exemple aussi dans les vessies neurologiques, parce que ça implique aussi une anomalie d'écoulement des urines, c'est l'obstruction. L'obstruction au sens chirurgical du terme, c'est-à-dire l'obstruction, il y a un bouchon qui fait que le rein va finir par s'abîmer en lien avec ce bouchon. Comment on sait qu'il y a un bouchon vrai, pas juste une dilatation, qu'il y a un bouchon, c'est sur une perte de fonction sur la scintigraphie au MAC3. En fait, ces deux notions, elles sont fondamentales. Donc, nous, notre objectif du urologue pédiatre, c'est est-ce qu'il fait des pyélonéphrite aiguës? Est-ce qu'il y a une obstruction? En fait, ça paraît simple comme ça, finalement, mais ces deux diagnostics qui sont hyper difficiles à porter, et c'est là où vient toute la réflexion, et c'est là où viennent toutes les heures interminables de discussion en staff. Parce que, déjà, la première chose, c'est le diagnostic de pyélonéphrite aiguë. C'est comme l'appendicite. Hein. Ça paraît évident à tout le monde. En fait, c'est un diagnostic horrible, parce que c'est hyper difficile à faire comme diagnostic. Finalement, le seul diagnostic de pyélonéphrite aiguë, c'est quand il y a un épisode infectieux avec une hyperthermie, un ECBU positif, une CRP élevée, voire, et ce n'est pas dans les recos parce que ce n'est pas un examen de référence, mais si en plus on a un foyer de néphrite à l'échographie, tout ça, c'est un ensemble d'arguments cliniques qui font penser à une pyélonéphrite, mais finalement, le vrai diagnostic de pyélonéphrite, il est rétrospectif, il est quand 3 mois après, on a une cicatrice à la scintigraphie. Là, on peut dire, oui, il y avait une pyélonéphrite. Sinon, au départ, on n'a que ces 3 éléments. Et j'insiste sur la CRP, parce qu'une fièvre avec un ECBE positif chez un enfant, c'est tous les enfants. Donc, bon, il y a une énorme proportion d'enfants, surtout quand ils sont en couche, qui ont des ECBU positifs sur des colonisations, cystites asymptomatiques. Tous les enfants sont tout le temps malades, ont de la fièvre, et vous faites fièvre plus ECBU positif, dans ce cas-là, c'est hyper fréquent le diagnostic de pyélonéphrite. Si vous augmentez quand même vraiment la sensibilité en ajoutant la CRP, une pyélonéphrite, il n'y a pas 10 de CRP. Une pyélonéphrite, la CRP, elle est élevée. Si vous avez ces 3 éléments, alors là, effectivement, on peut en tout cas se dire qu'on traite une pyélonéphrite et revenir peut-être rétrograder après pour dire finalement, il n'y a pas eu de cicatrice, donc possiblement, ce n'était pas vraiment une pyélonéphrite. Mais il faut en tout cas au moins avoir une CRP pour tous ces épisodes. Ensuite, le diagnostic d'obstruction. Ça, c'est pareil, c'est vraiment une réflexion importante sur qu'est-ce que c'est une obstruction. Donc, une obstruction, c'est une anomalie d'écoulement des urines avec, en gros, un obstacle. En général, la jonction pyélo-urétérale, jonction urétéro-vésicale ou urètre. Cet obstacle va engendrer une hyperpression sur le appareil et qui va progressivement altérer, du coup, le parenchyme rénal. Donc, c'est pareil, en fait. L'obstruction, c'est aussi un diagnostic rétrospectif. C'est quand on voit sur la scintigraphie au MAC3, au DMSA, enfin, on voit sur une scintigraphie qu'en fait, on a perdu de la fonction. Donc là, on sait qu'en fait, on était face à un phénomène obstructif. Parce que seule la dilatation à l'échographie, par exemple, en soi, ça ne peut pas, on ne peut pas dire juste sur une dilatation à l'échographie, il y a une obstruction. On peut avoir comme un effet entonnoir, un peu, c'est dilaté, mais finalement, ça coule. Ça ne fait pas d'hyperpression sur l'autre appareil et donc, en fait, ça ne fait pas d'altération de la fonction. Donc, ce n'est pas une obstruction au sens va abîmer le haut appareil. Donc, l'échographie en elle-même, elle peut pas donner l'importance de l'obstruction. Et tout comme la scintigraphie, et là, je me permets juste, parce que c'est vraiment technique, mais en vrai, vous êtes confronté à ces résultats de scintigraphie et c'est important pour la suite de la présentation. Parce que souvent, on demande une scintigraphie au MAC3 et la conclusion de la scintigraphie au MAC3, c'est obstruction. Alors, en fait, eux, ils parlent de courbe d'allure obstructive, mais ce n'est pas du tout synonyme de obstruction au sens chirurgical du terme. Obstruction au sens chirurgical du terme, encore une fois, c'est la perte de fonction. Parce que, donc, l'exemple typique que moi j'aime bien, c'est l'histoire du siphon. Vous avez un siphon tout joli, tout mignon, qui n'est pas du tout bouché, pas de tartre, il est tout neuf, il sort de casto. Vous le mettez sur une baignoire bien pleine ou sur un tout petit lavabo. Vous allez mettre 1000 ans à vider la baignoire. Vous allez mettre 2 secondes à vider le lavabo. Mais le siphon, c'est le même. Donc, il n'y a pas plus de pression dans la baignoire que dans le lavabo. Les urines, elles coulent en fait à travers le siphon. C'est juste qu'il y en a un qui va être beaucoup plus long que l'autre. Juste pour ceux qui ne sont peut-être pas trop habitués, je m'étais dit que je ferais un rappel très rapide. La scintigraphie au MAC3, en gros, c'est quoi? On injecte un radiomarqueur. Il est capté par le rein et on regarde son excrétion par les voies urinaires. Donc là, vous voyez la courbe rouge. Le radiomarqueur, là, il est capté
et il est excrété complètement et il n'y en a plus dans le piélon. Il est rouge. Et les lunettes. La courbe verte, c'est capté, mais ça ne va pas sortir du piélon. Mais là, en fait, du coup, le scintigraphiste va vous dire c'est obstructif. En fait, non, là, on ne peut rien conclure. On peut juste conclure que c'est une baignoire. On ne sait pas si le siphon de la baignoire, il est bon ou il n'est pas bon. On saura, et je le détaillerai un peu plus tard après sur les obstructions, comment on peut savoir si le siphon, il est bien ou pas. Mais voilà, en résumé, les deux choses qu'on cherche en urologie pédiatrique, c'est est-ce qu'il y a des pyélonéphrite ou est-ce qu'il y a une obstruction? Et c'est deux diagnostics qui sont difficiles à poser. Il n'y a pas de question sur ça, parce que j'allais dire, c'est vraiment le cœur du truc. Ouais. Alors, on va commencer par comment se passe une scintille en pratique. Une maman m'a dit qu'on attachait son enfant pour cet examen. On n'est pas toujours très brillant. Alors, du coup, non, oui, en fait, effectivement, en gros, on injecte. Scintigraphie au DMSA, en gros, c'est la captation du rein par le radiomarqueur. Et donc, on regarde si le rein il capte de façon homogène. Donc, on a une évaluation de la fonction, souvent plutôt relative, mais on peut avoir des fonctions absolues. Et on a une évaluation de est-ce qu'il y a une encoche qui signe l'antécédent de pyélonéphrite. Vous avez la scintigraphie au MAC3 qui, elle, va évaluer l'excrétion du produit. Donc, on l'utilise plutôt dans les obstructions pour regarder comment le produit va sortir par les voies urinaires. Dans les deux cas, en fait, il faut faire une prise de sang, poser une perfusion, injecter le produit, attendre un peu, donc plus ou moins, le MAC3, on attend moins que le DMSA, mais peu importe. Ensuite, se mettre sur une table d'examen. Après, c'est comme un scanner, il faut un cliché, mais c'est un peu long, en fait. Et donc, pour ça, il ne faut pas que l'enfant bouge. Effectivement, si l'enfant est très agité, que ça soit et pour la pose de la perf et pour le cliché, je me doute que possiblement, il y a un moment où on a dû un peu faire de contention. Alors, quand je disais justement au début qu'en urologie, on essayait de ne chercher que ce qui est important et de ne pas faire trop d'examens sur les enfants parce que, pour le coup, la scintigraphie, c'est vraiment le centre, nous, de ce qui va nous dire si oui ou non, on doit intervenir. Donc, ces scintigraphies, elles sont hyper importantes. Vraiment, même si ce n'est pas l'examen le plus agréable, sincèrement, pour un enfant, je dois le reconnaître, c'est vraiment un examen qui est très important. Mais par exemple, il faut autant de contention pour faire une cystographie rétrograde. Et ça, pour le coup, on a beaucoup moins d'indications, il y a moins d'intérêt. C'est vraiment en bout de diagnostic qu'on les fait. Donc, oui, ce n'est pas un examen agréable, mais on le fait que vraiment c'est nécessaire. Ça rejoint ce que je disais au départ. On le fait quand vraiment c'est nécessaire. Et ça nous aide beaucoup dans la prise en charge. Et on essaie de limiter au maximum les investigations en urologie pédiatrique. Comme je le disais, à part l'échographie, elles sont toutes invasives. Que proposez-vous à ceux qui n'ont pas d'accès à la scintigraphie pour évaluer la fonction rénale? C'est une question, du coup, pas français, c'est ça? On a beaucoup de chance, j'avoue, je dois reconnaître. C'est vraiment un examen sur lequel on se fonde énormément. Alors, après... Hein? Oui, voilà. Donc après, je vais détailler chaque pathologie. Là, c'était les principes généraux. Mais effectivement, on peut évaluer potentiellement l'obstruction ou l'altération du haut appareil sur l'échographie. C'est quand même aussi un bon examen, l'échographie. C'est juste que le vrai diagnostic, il est scintigraphique, mais on a quand même des diagnostics indirects, je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, on a deux mains levées. L'autre possibilité, c'est de faire la scintille, mais bon, je pense que vu la question, à mon avis, c'est plutôt en moins qu'en plus. Mais moi, j'aimerais tellement qu'on ait l'IRM fonctionnel. Il y a des services en France où il y a des IRM fonctionnels qui, là, du coup, remplacent la scintigraphie et ça permet d'avoir et une imagerie non irradiante, morphologique et fonctionnelle. On peut avoir mieux que la scintille, on a la scintille, on peut avoir moins bien que la scintille, ça dépend de ce qu'on peut avoir. Oui, j'arrive pas à poser ma question par message. Vous m'entendez? Oui. Oui, excusez-moi. C'est juste par rapport au nouveau-né et la CRP. Donc, des fois, on a un ECBU qui est positif, effectivement, mais la CRP n'est pas très élevée. Donc, moi, je tique, mais on me dit, bah non, chez le nouveau-né, c'est possible. Du coup, je suis embêtée parce que du coup, on traite beaucoup de bébés qui vont bien. J'entends un enfant qui va bien. Est-ce que quand même, c'est une pyélonéphrite ou non? Je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce que la CRP, elle monte moins chez le nouveau-né? Je ne sais pas. Mais en fait, quand je dis ça, ce n'est pas pour critiquer, parce qu'encore une fois, quand j'ai dit si vous avez des éléments, il vaut mieux traiter pour rien une pyélonéphrite que de laisser traîner un enfant avec une pyélo non traitée.
C'est juste moi, j'ai le beau rôle, hein, je suis cavalier blanc. À la fin, là, j'arrive, je dis ah ben non, finalement, c'était pas ça. Mais c'est facile pour moi de dire ça. Hein. Et je comprends qu'au début, un nouveau-né qui a une pyélo non traitée, ça peut être catastrophique. Hein. Donc, je pense qu'il vaut mieux le traiter pour rien que de ne pas le traiter. Je suis un peu plus, je reviendrai tout à l'heure, je suis un peu plus intransigeante pour le traitement des cystites. Mais un nouveau-né avec de la fièvre, un ECBI positif, il ne faut quand même pas s'auto-flageller tout le temps non plus. Je pense que ça ne me choque pas qu'on traite comme une pyélo. Hein. Puis ça me laisse le beau rôle après, c'est bien. D'accord, ouais. Merci. Ah bah alors du coup, on y va là, sur les différentes pathologies. Ah, encore une question quand même. Je ne comprends pas les courbes. On ne peut pas déduire où est l'obstruction. Alors, comment fait-on pour le traiter? Que veut dire la courbe verte? Alors, où est l'obstruction? Là, ça dépend du niveau de dilatation à l'échographie. En gros, le bouchon, il est juste en aval de la dilatation. Si vous avez uniquement une dilatation pyélocalicielle, l'obstruction est à la jonction pyélo-urétérale. Si vous avez une dilatation pyélo-urétérale, l'obstruction elle est en dessous. Si vous avez une dilatation pyélo-urétérale avec une véga vessie, la dilatation elle est encore en dessous. Donc le niveau d'obstruction il est échographique. Sur la scintigraphie, c'est pas sur les clichés des fois vous pouvez voir, mais c'est pas tout à fait, c'est pas là d'où vient le diagnostic. Et la deuxième partie de la question, pardon, c'était quoi? Alors comment fait-on ensuite pour le traiter? Et que veut dire la courbe verte? Alors que veut dire la courbe verte? La courbe verte, ça veut juste dire que y a une baignoire. Que c'est dilaté. Ça ne peut pas vous dire si la jonction est obstructive au sens ça va abîmer le rein. Donc, si vous avez une courbe rouge, vous dites bah, c'est bon, ça passe. Si vous avez une courbe verte, vous vous dites attention, je vais surveiller et je vais soit faire votre argument pour l'indication chirurgicale, je vais vous en parler juste après, soit l'idéal, en fait, la sécurité, le ceinture et bretelle, c'est 2 scintigraphies à 3 mois d'intervalle. Si vous faites 2 scintigraphies, 3 ou 6 mois d'intervalle, si vous faites 2 scintigraphies, que la courbe est verte, elle est toujours pareille, aussi plate, mais qu'entre les deux, la fonction est toujours parfaite, c'est qu'il n'y a pas d'obstruction. S'il y avait une vraie obstruction, vous perdez de la fonction. Après, comment on va traiter? J'y arrive, hein, c'était juste les principes généraux, là. Je vais détailler chacun après. À défaut de la scintille et de l'IRM, est-ce que le scanner a une valeur diagnostique? Alors, le scanner chez l'enfant, vraiment, on n'aime pas du tout. Hein. Pas de scanner chez l'enfant, vraiment, il y a très, très peu d'indications au scanner chez l'enfant. Ça irradie. On ne voit pas mieux qu'à l'échographie. Vraiment, il y a très peu d'indications en urologie pour le scanner, mis à part, alors, je ne parle pas de la cancéro, bien sûr, et la lithiase à la rigueur, vraiment. Mais sinon, pas de scanner chez l'enfant. Et ça n'a il n'y a aucun signe fonctionnel sur le scanner. Le retard d'excrétion, ça va pas vous poser votre indication chirurgicale. Donc non, pas de scanner chez l'enfant. L'échographie, on en a plus d'informations sur une échographie que sur un scanner. C'est bon? On a une nouvelle main qui vient de se lever. Est-ce que la personne qui vient de lever la main souhaite poser sa question? Alors, on y va du coup sur les 4 pathologies principales dont je vous ai parlé d'anomalies d'écoulement des urines. Donc, il y a la partie refluent. Alors, le reflux vésicule-urétéral, donc c'est la remontée des urines de la vessie vers l'urtère, vers l'urtère et vers le piélon. Alors, il faut comprendre, pour comprendre le reflux, il faut comprendre quel est le système anti-reflux normal d'une vessie. En gros, pour qu'il y ait un système anti-reflux dans une vessie, il faut que l'urtère arrive dans la vessie, traverse le détrusor et chemine entre le détrusor et... En fait, vous voyez, parce que je suis en train de faire des petits gestes avec mes mains. Oui, on te voit. Donc, l'urtère arrive dans le détrusor et chemine entre le détrusor et la muqueuse pour sortir dans la vessie au niveau du trigone qui est une zone fixe. Ce qui fait que, en fait, l'urtère, il a un péristaltisme, plus la gravité, plus le flux, disons, fait que vous avez une certaine pression dans les urtères qui est en gros de 40 cm d'eau. Ce qui va permettre vraiment de faire descendre les urines. Quand la vessie se remplit, donc tant que la pression dans les urtères est supérieure à la pression dans la vessie, logiquement, les urines ne remontent pas.
Quand la vessie se remplit vraiment beaucoup et que du coup, on commence à avoir on pourrait avoir plus de pression dans la vessie que dans les urtères, le fait que l'urtère il soit entre la muqueuse et la musculeuse, ben, avec la pression dans la vessie, il va s'écraser. Et en s'écrasant, ça va faire que même si vous avez des pressions dans la vessie qui sont supérieures, les urines ne peuvent pas remonter. Ce système anti-reflux, pour bien fonctionner, il faut qu'il soit dans une vessie d'enfant mature, une jolie et grande vessie, ce qui permet d'avoir un trajet long et une vessie qui est stable et fonctionne correctement et n'a pas d'hyperpression dans la vessie. Ce qui explique pourquoi, en fait, le reflux vésico-rétéral, c'est extrêmement fréquent chez le nouveau-né. Parce que le nouveau-né, il a une toute petite vessie, donc le trajet, il est court, et en plus, il a une vessie qui ne fonctionne pas bien et qui a plein de stimulus, de réflexes, de contractions. C'est une vessie qui est un peu hyperactive, un peu immature. Et donc, vous avez régulièrement des petits pics comme ça qui font que vous pouvez avoir des remontées. Donc, en fait, je ne sais pas comment dans cette étude-là, je n'ai jamais compris comment ils avaient réussi à faire ça. D'ailleurs, c'est en 1967, ça serait infaisable maintenant. Ils ont fait des cystographies à plein d'enfants sans qui allaient très bien. Incroyable. Bon, parce que certains, j'ai contente de sortir ce chiffre parce qu'on n'aura plus jamais un chiffre comme ça, parce qu'on ne fait pas des cystographies à un enfant qui va bien. Hein. Mais du coup, ça a montré que 65% des nourrissons qui n'avaient rien demandé à personne avaient un reflux. C'est hyper fréquent. C'est quelque chose qui est très fréquent et qui va s'améliorer dans le temps puisque la vessie, elle va grandir. Si vous avez donc le diagnostic de reflux vésico-rétéral. C'est quoi le diagnostic? C'est la remontée des urines. Donc, comment on le voit? Soit on le voit par une cystographie rétrograde, soit on le voit, on développe de plus en plus la cystosonographie. De toute manière, dans les deux cas, ne cherchez pas, il y a un sondage vésical. Ça, c'est, je dirais, pire que la scintigraphie. Donc, on met une sonde, on remplit la vessie, soit avec un produit de contraste et après on fait des radios derrière pour voir si le produit remonte dans le rein. Soit on met des petites bulles, là, et les radiologues, ils regardent avec leur échographie s'ils voient les petites bulles dans l'urtère et là-haut. Cette cystographie, elle est importante quand on a besoin de savoir s'il y a un reflux. Elle va nous donner déjà le grade. En fait, vous avez des petits reflux, grade 1-2 par exemple. Cela, voilà, c'est des petits reflux et vous avez des énormes reflux qui montent jusque dans le rein. C'est important quand même de savoir pour la prise en charge. Et puis, c'est important aussi de faire ces cystographies parce qu'on recherche aussi les diagnostics secondaires, les autres causes qui peuvent provoquer un reflux. Moi, je vous ai parlé du fait que l'urtère n'arrive pas tout à fait au bon endroit, que le trajet ne soit pas tout à fait long et que la vessie soit un peu hyperactive. Dans les causes aussi de reflux, il y a les obstructions, parce que si vous avez une obstruction en dessous de la vessie, vous avez donc une hyperpression dans la vessie, et du coup, ça va remonter. Et ce qui est très important dans la cystographie rétrograde et qui reste pour moi l'indication, quasiment la dernière indication de cystographie rétrograde, c'est de voir l'urètre du garçon pour vérifier qu'il n'y ait pas un obstacle sous la vessie. On y reviendra après au vagin derrière. Et donc, ce qui est très important de comprendre sur le reflux, on en revient à mes principes d'urologie pédiatrique, c'est que la nature est bien faite, malheureusement pour nous chirurgiens, et ben, les choses vont s'améliorer toutes seules. Hein. La vessie, elle va grandir, même si elle ne fonctionne pas hyper parfaitement, ça va s'allonger, ce trajet anti-reflux. Plus le trajet anti-reflux va s'allonger, plus le reflux il va diminuer, voire disparaître. Et donc, on sait que finalement, même les énormes reflux de haut grade, il y en a quand même plus de 20% en fait qui vont disparaître. Ils vont au moins diminuer. Les reflux de grade 1-2, ils vont tous disparaître. Donc, c'est quelque chose qui va très bien s'améliorer tout seul dans le temps. Donc, finalement, le reflux, lesquels on doit prendre en charge chirurgicalement, enfin, quelle est la prise en charge des reflux? Eh bien, la prise en charge, c'est globalement d'attendre que la nature fasse bien les choses toute seule et d'éviter quoi dans les deux grands items de qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'altération de votre appareil. Notre objectif, c'est de faire en sorte d'éviter les pyélonéphrites. C'est la seule chose, enfin, c'est la principale chose qu'on a à faire dans les reflux, en fait, c'est d'éviter les pyélonéphrites. Comment on évite les pyélonéphrites? Eh bien, première chose, et ça, c'est valable surtout sur les enfants qui sont propres, mais pas que, c'est d'améliorer le fonctionnement vésical. En améliorant le fonctionnement vésical, première chose, vous allez diminuer le reflux puisque la vessie va être beaucoup plus souple, un meilleur fonctionnement
Et donc, vous allez éviter ces reflux qui sont secondaires à des dysfonctions vésicales. Donc, améliorer le fonctionnement vésical, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller faire pipi même quand on n'a pas envie chez un enfant toutes les 2 heures. Les enfants n'ont jamais envie de faire pipi, sauf quand c'est trop tard, c'est trop plein. Faire pipi avec une vessie trop pleine, ça engendre une hyperpression dans la vessie. La vessie, elle se vide mal. Une vessie trop pleine se vide mal et donc vous avez un résidu post-missionnel. Il ne faut pas attendre que les enfants aient envie de faire pipi. Je parle pour les uropathies, hein, on ne va pas faire chez tous les enfants qui vont bien. Mais dès que vous avez la moindre problématique, surtout toutes les uropathies malformatives, toutes les anomalies d'écoulement des urines, il y a vraiment des impératifs qui est l'émission régulière, l'hydratation, une bonne hydratation et le traitement de la constipation. Ma vie d'urologue pédiatre, c'est de prescrire du Forlax, c'est ma blague, je radote, mais c'est hyper important qu'il n'y ait pas de contamination. Chez un nouveau-né, et là pour le coup ça concerne du nouveau-né jusqu'à tout le monde en fait, le périnée, tout le monde est un peu côte à côte, hein, touche-touche. Plus l'innervation vésico-rectale, c'est la même, c'est les mêmes racines. Si vous avez un rectum plein, vous avez une altération du fonctionnement vésical et vous avez une contamination. Donc, la base pour prévenir les infections de toutes les uropathies, ça j'en reviendrai tout à l'heure parce que c'est vraiment la base, c'est l'émission régulière, une bonne hydratation et pas de constipation. Là, vous prévenez déjà beaucoup d'infections urinaires. Beaucoup de contamination vésicale. Et si vous avez pardon, c'est ça que je voulais dire. En fait, ces règles génétiques, elles vont permettre d'éviter la contamination vésicale par les bactéries. Parce qu'en soi, avoir un reflux, on s'en fout. Le fait que ça remonte, c'est pas grave, ça va pas. C'est pas le fait que ça remonte qui fait les infections urinaires. Fébriles. Ce qui fait que ça remonte, c'est d'avoir des bactéries dans la vessie plus un reflux. Donc, si on arrive à nettoyer cette vessie et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bactéries dans cette vessie, vous gardez votre reflux qui va s'améliorer tout seul dans le temps et ça vous permet d'attendre. Ça vous permet de prendre le temps, d'avoir le temps d'attendre que la nature fasse bien les choses. Pour aider aussi au nettoyage de cette vessie, il y a l'antibioprophylaxie et la circoncision. Donc, l'antibioprophylaxie, c'est extrêmement discuté. Hein. Donc, là, je vous dis ce que nous, on fait à Montpellier. Il y a d'autres centres qui ne font pas du tout ça, parce que les ROCO, elles ne sont pas... elles ne sont pas magiques, quoi. Finalement, la seule indication d'antibioprophylaxie qui a montré une efficacité, c'est la fille avec un reflux de grade intermédiaire ou haut grade. Tous les autres, il n'a pas réussi à montrer que l'antibioprophylaxie permettait vraiment de protéger. J'avoue, nous, on le fait sur toutes les... Enfin, je vais vous dire après quand on fait diagnostic anténatal, mais on propose beaucoup d'antibioprophylaxie. En fait, on fait tiers de dose d'alphatil les 6 premières semaines, puis relais par Bactrim, et on le fait jusqu'à 18 mois. En fait, c'est le moment où vraiment la vessie, c'est le bazar, ils sont en couche, les garçons en phimosis hyper serrée, c'est tout ce temps-là où on se dit que bon, on met une antibioprophylaxie. Après, c'est sûr que quand on dit après on a des résistances ou après ça abîme énormément le microbiote, honnêtement, c'est quelque chose qui est très discuté, l'antibioprophylaxie, donc au bon vouloir de chacun, je dirais. Par contre, ce qui est beaucoup moins discuté et qui a vraiment montré son efficacité, c'est la postectomie. Alors par contre, c'est très encadré comme indication dans le cadre de la prévention des infections urinaires dans les uropathies malformatives. C'est recommandé uniquement après le premier épisode de pyélonéphrite et il faut le faire. Alors l'âge, il n'y a pas dans la littérature, c'est pas hyper précis l'âge, mais globalement on dit qu'il faut le faire tôt. Nous, par habitude, on ne le fait jamais après 18 mois. En gros, l'idée, c'est vraiment de le faire. C'est toujours les 18 premiers mois qui sont les plus tendus pour les infections sur ce reflux. Et donc, en fait, on le fait avant 18 mois. Alors, c'est vraiment une des seules, ceux qui ont assisté à mon EPU précédent là, sur le phimosis, vraiment, je dirais que c'est la seule indication à la vraie postectomie chez l'enfant, c'est l'uropathie malformative qui s'infecte petit. Honnêtement, l'efficacité, elle est bonne. C'est vraiment un bon arsenal thérapeutique pour protéger des infections du petit garçon si c'est fait dans ces indications-là. Et ça permet vraiment de diminuer la colonisation en fait, du prépuce et donc la contamination vésicale. Ça a une bonne efficacité et ça, pour le coup, c'est prouvé dans la littérature. Par contre, ce qui est aussi prouvé récemment et qui peut tout à fait être envisagé, j'y réfléchis grandement, c'est en fait, a priori, c'est aussi efficace. Je dis a priori parce que c'est pas non plus florilège dans la littérature, mais il y a quand même quelques études maintenant qui commencent à montrer que c'est aussi efficace
décaloter que de faire une circoncision. Et donc, finalement, ils ont des aussi bons résultats dans la prévention des infections sur de l'application de thermocorticoïdes pour permettre. C'est pas tellement décaloter complètement, c'est juste déjà ouvrir un tout petit peu le prépuce, permet de moins avoir le prépuce au contact de l'urètre et donc la contamination. Et donc, ça serait aussi efficace. Bon, nous, actuellement, on fait encore les circoncisions, c'est les seules indications qu'on garde, donc on dirait qu'on les garde encore. Mais effectivement, si la littérature se développe à ce sujet-là, peut-être qu'un jour, on arrêtera même de faire des circoncisions pour ça. Ce qui est hyper important dans la prise en charge de l'uroflux, c'est la partie qui ne concerne pas le chirurgien. Et ça, c'est hyper important d'informer et de comprendre ça. C'est que nous, en chirurgie, ce qu'on va essayer de prévenir, c'est les pyélonéphrite. C'est le seul accès qu'on a au reflux. Par contre, quoi que vous fassiez, que vous l'opériez le reflux ou pas, il y a la moitié des patients qui ont un reflux, principalement, je vous rassure, ceux qui ont un haut grade quand même, mais pas que, qui vont avoir une atteinte du parenchyme rénal, avec ce qu'on appelle des lésions, la néphropathie de reflux. Cette néphropathie de reflux, on ne sait pas trop, il y a plusieurs hypothèses, soit parce qu'en fait, il y a eu, au moment de la néphrogénèse, donc c'est in utero, une hyperpression en lien avec ce reflux, en fait, le fait que les urines remontaient beaucoup, ça a fait qu'il y avait des pressions un peu plus importantes et que du coup, la néphrogénèse elle-même n'a pas pu bien se faire. Donc, autant vous dire que quoi que vous fassiez après, c'est déjà fait. Et l'autre possibilité aussi, c'est de se dire que, en fait, c'est parce qu'à la base, le rein, il n'est pas tout à fait normal, qu'il ne s'est pas mis tout à fait au bon endroit dans la vessie, et c'est parce qu'il n'est pas tout à fait au bon endroit dans la vessie que du coup, il y a ce reflux. Mais à la base, ce n'est pas le reflux qui fait que le rein, au départ, n'était pas tout à fait nickel. Tout ça fait que finalement, quoi que vous fassiez, il y a certains patients qui vont développer une altération du haut appareil, voire une insuffisance rénale et une hypertension. Et donc, ça justifie un suivi néphrologique au long cours sur tous les patients qui ont un reflux. Je ne parle pas du reflux du nouveau-né dont tout le monde se fout, je parle du vrai reflux. Au final, lesquels on opère? Pas beaucoup. Si on a tout fait bien avant, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qu'on opère. On opère ceux qui s'infectent. Et je dis s'infectent, ça veut dire qu'ils font une pyélonéphrite avec une cicatrice au DRSA. Malgré des règles diurétiques, une antibioprophylaxie. Alors ça, ce truc-là, c'est pour nous, dans nos critères à nous. Ça peut sauter si jamais vous ne mettez pas d'antibrophylaxie dans vos centres. Et la circoncision chez le garçon. Là, franchement, vous avez tout donné. Il s'infecte quand même. Il ne faut pas déconner quand même. Il faut quand même, au bout d'un moment, agir. Et donc, il y a plusieurs possibilités chirurgicales. La première, c'est l'injection endoscopique. Ça, c'est hyper séduisant parce que c'est peu invasif parce que on passe par les voies naturelles. Et c'est séduisant aussi dans la logique du reflux, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on va injecter en sous-muqueux ce qui va, c'est pas très anatomique, un peu rallonger le trajet anti-reflux, refermer un peu la porte, ce que je dis aux parents. L'idée, c'est que cette injection de déflux, en fait, elle va permettre aussi de passer un cap. Parce que le déflux, on sait que dans le temps, il ne va pas trop rester. Au bout de 6 mois, il a perdu environ 30% de son volume. Mais ça permet de gagner du temps et de faire en sorte d'attendre que la nature fasse bien les choses. Et ça ne coupe pas les ponts d'une chirurgie plus lourde future. Donc, honnêtement, c'est une chirurgie qu'on propose très facilement. Sauf si vraiment on est très inquiet sur le haut appareil, que c'est un reflux énorme et qu'il y a déjà plein de cicatrices et que l'enfant a déjà une altération du haut appareil. Dans ce cas-là, on peut passer à des chirurgies qui sont beaucoup plus efficaces, mais beaucoup plus invasives et qui vont avoir des conséquences en fait à l'âge adulte parce qu'elles vont modifier l'anatomie vraiment. Et donc, les uro-adultes nous aiment pas trop quand on fait ça parce qu'en fait, quand ils ont besoin après d'aller faire une chirurgie de lithiase, par exemple, à 50 ans, ils se retrouvent à pas pouvoir cathétériser l'urtère parce qu'on a modifié l'anatomie. Mais par ailleurs, c'est une chirurgie qui est géniale parce qu'elle marche hyper bien. Donc, en fait, l'idée, c'est de reconstruire le trajet anti-reflux. Vous avez soit la voie mini-invasive, donc en cellule ou en robot. Ça, c'est... nous, on ne le fait pas. Moi, je suis pas très fan. Alors ça, c'est mon avis personnel. Je ne suis pas très fan de ces interventions parce qu'en fait, déjà, elles nécessitent de passer par voie transpéritonéale. Et moi, je trouve que si on peut éviter, avec tous les risques de compression sur bride secondaire, je trouve que c'est mieux de ne pas passer par le péritoine.
Et deuxièmement, en fait, ça nécessite de disséquer la face postérieure de la vessie. Et donc, c'est de là où il y a toute l'innervation vésicale. Et je trouve finalement qu'on prend des risques sur le fonctionnement vésical, alors que, encore une fois, je vous rappelle que c'est le plus important dans la prévention des infections, c'est le fonctionnement vésical. Ça, c'est mon avis personnel, je ne suis pas très fan. En vrai, dans la littérature, c'est publié que c'est aussi efficace qu'une chirurgie ouverte. Bon, je vais vous parler juste après. La seule chose, c'est que c'est interdit de le faire des deux côtés en même temps, parce que justement, il y a des énormes troubles, enfin des énormes dysfonctions vésicales derrière, parce que vous avez complètement dénervé la face postérieure de la vessie et du coup, elle ne fonctionne plus. Nous, ce qu'on fait, en tout cas ici, et ce qui est quand même fait dans pas mal d'équipes, quand on est rendu, franchement, là, on est en bout de course, hein, c'est-à-dire qu'on a tout donné, on a tout fait, donc il y a très peu d'enfants, en fait, qui vont bénéficier d'une réimplantation urétéro-vésicale. Et donc, tant qu'à le faire, autant, je dirais, le faire bien. Et donc là, on ouvre la vessie, on rentre dans la vessie, on reconstruit un trajet anti-reflux qui soit, on appelle ça une inversion de Cohen, un long trajet, tout joli, dans le trigone, voilà. Ça marche hyper bien, l'efficacité, elle est super. Après, c'est sûr que, imaginez, quand on veut re-rentrer dans cette urtère avec un urétéroscope, par exemple, pour traiter une lithiase, bah, c'est lent. Donc, il faut vraiment le garder à certaines indications. Mais c'est une chirurgie qui marche hyper bien. En plus d'être très sympa à faire. Parfait. Donc, c'est fini pour le reflux. Est-ce que des questions sur le reflux? Donc là, on a fini la partie refluente. On passe à la partie obstruction et on va descendre la ligne. Donc, on commence à la jonction pyélo-urétérale. Donc, qu'est-ce qui peut faire une obstruction à la jonction pyélo-urétérale? Eh bien, soit vous avez une sténose congénitale, vous avez une zone qui, de façon congénitale, est resserrée. Soit vous avez un abouchement de l'urtère. Avec une question? Peut-être. S'il y a quelqu'un qui me pose des questions, marquez-le, puis je vous répondrai après. Soit vous avez l'urtère qui ne s'abouche pas à la partie la plus déclive du pied long. Je vous ai dit, en fait, il y a plein de choses qui font que les urines elles se propulsent correctement et qu'elles s'écoulent normalement. Notamment, il y a le fait que ça soit tout dans la bonne continuité, quoi, que le toboggan il soit harmonieux. Si vous avez un effet un peu siphon, que ça remonte vers le haut pour redescendre, en fait, l'écoulement il se fait moins bien. Et ça, c'est souvent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait parlé au départ, c'est souvent dans les reins mal rotés, par exemple, ou dans les reins en fer à cheval, parce que du coup, comme ils regardent un peu vers le haut, ben, l'urtère, pour redescendre, il doit monter pour redescendre. Ça peut être responsable aussi d'une zone un peu serrée. Et puis après, vous avez les vaisseaux polaires. Ça, c'est le fait qu'anatomiquement, vous avez des variations anatomiques. Ce n'est pas du tout une pathologie. Hein. Vous pouvez avoir un vaisseau polaire principal pour le rein, ou vous pouvez avoir un vaisseau principal, pardon, vous pouvez avoir des vaisseaux polaires, c'est-à-dire deux branches. Et la branche inférieure, des fois, elle passe devant la jonction, ce qui va appuyer un tout petit peu dessus. Ça va dilater un peu. Et en fait, plus ça va dilater, plus ça va basculer. Et là, d'un coup, poum, ça va vraiment gonfler. Et plus ça gonfle, après, ça ne peut pas repasser derrière. Et ça fait vraiment peu fil à couper le beurre. Et c'est ce qui fait les coliques néphrétiques sur les jonctions. Alors ça, c'est les diagnostics d'obstruction au sens… on n'est pas encore dans le diagnostic d'obstruction au sens chirurgical. On est dans l'endroit où ça passe moins bien, possiblement, mais on ne sait pas si c'est quelque chose qui va altérer l'autre appareil. Hein, je reviens sur ça. C'est juste que du coup, il y a une dilatation pyélocalicielle en amont de la jonction pyélo-urétérale, qui peut être expliquée par ces mécanismes. Ça ne veut pas forcément dire que ça va abîmer le rein. Ça veut juste dire que possiblement, à cet endroit-là, la route n'est pas nickel. Parce que finalement, les dilatations pyélocalicielles, c'est 1% des naissances. Hein. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Donc, toujours dans la philosophie, nous, notre travail, ça va être de savoir lesquels vont poser problème à ce rein et doivent donc être opérés. Le diagnostic de la jonction, c'est échographique. C'est le diamètre antéro-postérieur du pied long intrasinusal. Attention, parce que par exemple, sur cette échographie, vous avez la mesure, il faut bien mesurer en antéro-postérieur, c'est-à-dire entre les deux petits retours là du rein. Si vous mesurez dans l'autre sens, par exemple, si vous partez du bas-fond là, et vous allez vers l'interne du patient, et bien là, la mesure est beaucoup plus grande, par exemple. Mais la mesure d'obstruction, la mesure de la jonction, de la dilatation pyélocalicielle, elle se ferait vraiment dans le sinus. C'est la pression qui est exercée pour écarter les bords, en fait, en gros. Hein. Parce que le pied long, c'est très souple, c'est très mou. Et donc, un tout petit peu de pression, ça va des fois faire une grosse dilatation, ce n'est pas du tout le signe de la pression exercée dans le sinus.
Non, c'est pas clair. Donc, du coup, en gros, ce qui est important comme mesure pour évaluer, parce que comme on en revenait tout à l'heure sur le fait que des fois, on n'a pas la scintigraphie et que l'échographie, la taille de la dilatation peut être un signe indirect d'obstruction. Pour avoir cet argumentaire-là, il faut avoir une évaluation échographique de l'obstruction. Et l'évaluation échographique de l'obstruction, elle est valable que si c'est la pression qui est exercée, en gros, dans le rein et qui va l'écarter dans le rein. Parce qu'une toute petite pression dans le pied long peut le dilater, parce que lui, il est mou du genou. Une toute petite pression peut il n'y a pas de corrélation entre la dilatation du pied long et la pression qu'il y a dans le pied long. Par contre, il y a quand même une corrélation entre la pression qu'il y a dans le rein et qui va faire écarter le sinus. Et donc, c'est cette mesure-là qui est importante dans l'évaluation de l'obstruction. Et donc, c'est pour ça qu'on doit toujours avoir cette mesure-là, même dans le suivi du patient, même sans parler d'obstruction, une jonction qui ne demande rien à personne et qui coule bien. Dans le suivi du patient, on a besoin de mesurer toujours au même endroit. Donc, cette mesure, elle est hyper importante qu'elle soit à cet endroit-là. Après, pour être sûr que c'est une jonction, il faut faire attention, surtout sur le petit. Je ne dis pas chez le grand ado, on ne le fait pas en pratique, mais sur le petit, il faut faire hyper gaffe parce que, comme encore une fois, l'urtère, lui, il est un peu tendu, il est un peu résistant. Le rein, il est assez résistant. Ce qui est vraiment très mou, c'est le pied long. Et donc, en fait, vous pouvez tout à fait avoir sur un reflux vésico-urétéral un urtère qu'on ne voit pas à l'échographie et vous n'avez que le pied long qui va se dilater. Parce qu'en fait, tout le reflux, toute la pression du reflux va s'exercer uniquement là-haut. Donc, si vous avez une dilatation en haut sur le petit, sur l'enfant petit, nous, en préopératoire, là, encore une fois, je parle de préopératoire, la cystographie, on ne la fait pas pour toutes les dilatations. On le fait que si on va l'opérer de son obstruction, on vérifie avant que c'est vraiment une obstruction. Et donc, on vérifie que ce n'est pas juste un reflux, finalement. Donc, on fait des cystographies rétrogrades en préopératoire des jonctions de l'enfant petit. Donc, finalement, les indications chirurgicales, on y vient. L'indication chirurgicale, c'est uniquement si on pense que ça va altérer le haut appareil. Toujours pareil, c'est toujours la même logique. En fait, on pense toujours la même chose. C'est très simple, mais c'est compliqué de savoir s'il y a une obstruction. C'est simple de savoir si une obstruction, si vous avez une perte de fonction entre deux scintigraphies. C'est le diagnostic d'obstruction, perte de fonction entre deux scintigraphies au MAC 3. Vous avez votre diagnostic, vous les opérez, ça c'est nickel. Vous avez quand même indirectement vous avez une indication chirurgicale sur des complications. Des jonctions, par exemple, les gamins qui font des coliques néphrétiques. Par exemple, sur les vaisseaux polaires, de temps en temps, ça bascule, bam, ça se dilate d'un coup, ça leur fait hyper mal. Ceux-là, même s'ils ne perdent pas de fonction, s'ils ne sont pas obstructifs, on ne va pas laisser faire des crises de colique néphrétique tous les 4 matins. Ceux-là, il faut les opérer. Il y en a certains qui ont aussi une hypertension, par exemple, artérielle. Ça, c'est un signe aussi d'obstruction. C'est que ça ne passe pas bien. Donc, vous avez dans les indications les complications et vous avez aussi dans les indications, du coup, on en revient, si on n'a pas de scintigraphie, et surtout, l'idée, c'est quand même pas de se dire, on voit que c'est possiblement obstructif, on va attendre 6 mois de scintigraphie pour vérifier qu'ils perdent de la fonction. Franchement, c'est un peu sadique, sachant qu'en plus, une fois qu'ils ont perdu la fonction, ça ne va pas revenir. Hein. Donc, on essaye de trouver quand même des arguments qui vont nous dire, attention, à partir de cette taille-là, on peut quand même se dire qu'on va finir par les opérer, qui sont quand même obstructifs, même sans attendre la scintigraphie de contrôle. Et donc, on sait dans la littérature qu'à partir de 30 mm de dilatation intrasinusale, vous avez 90% de chances de finir par les opérer d'une obstruction. Donc, ceux-là, on n'est pas obligé d'attendre ni qu'ils se compliquent, ni qu'ils perdent de la fonction. On peut les opérer. S'ils sont dilatés sur plusieurs échographies, régulièrement, ils sont à 32. Moi, je me dis, ça y est, l'échographie d'après, ils sont à 25. Bim, redescendre. Donc, il faut quand même que ça soit quelque chose de permanent, soit progressif, soit assez stable. Et vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous pouvez les opérer à partir de 30 mm. Tous les autres, c'est-à-dire beaucoup, finalement, on n'opère pas beaucoup par rapport à toutes les dilatations qu'on suit. Encore une fois, ceux-là, ils doivent être suivis parce qu'ils peuvent se décompenser avec la croissance. Notamment les implantations de l'urtère qui n'est pas au bon endroit ou les vaisseaux polaires ou toute autre anomalie, en fait, avec la croissance de l'enfant. Donc, c'est des surveillances qui se font jusqu'à la puberté. Il y a plein de jonctions qui se décompensent à la puberté. Et ça arrive de temps en temps d'avoir une petite dilatation pilocalicielle en période néonatale qui a perdu son suivi pour X ou Y raison. Et ils arrivent en urgence à 14 ans et ils ont perdu leur rein. Et ça, franchement, c'est quand même pas satisfaisant comme suivi médical. Parce que si on l'avait diagnostiqué avant,
on aurait pu les opérer et qu'ils ne perdent pas leur. Donc, le suivi, il doit être au long cours. Alors, je ne dis pas tous les 6 mois. Hein. Si franchement, il y a une petite dilatation, au début, vous surveillez pas mal, puis vous espacez. Mais moi, je dis toujours, à la fin, même si c'est une écho tous les 3 ans, il y a une écho jusqu'à la fin de la croissance. Donc, la chirurgie, après, c'est logique. Hein. Ça bloque à la jonction pyélo-rétérale. On enlève la jonction pyélo-rétérale. S'il y a un vaisseau polaire qui comprime la jonction, on le passe de l'autre côté pour qu'il arrête d'appuyer dessus. Si l'urtère n'est pas bouché au bon endroit, on le descend pour le mettre au plus déclive. Voilà, en fait, on corrige l'anomalie. Alors, rapidement, parce que je vois que on est déjà à 1 heure, mais rapidement, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, mais peut-être qui est un peu moins parlant pour vous. Il y a soit la chirurgie ouverte, qui est réservée en général, qui est plutôt sur le moins de 1 an. Pourquoi? Parce que le rein, il est juste dessous et qu'avant 1 an, ils n'ont pas beaucoup de muscles et que du coup, ils ont des suites opératoires qui sont hyper simples. C'est vraiment directement là, quoi. Et donc, vous pouvez faire soit nous, on fait plutôt postéro-latéral dans le service, soit vous pouvez faire une voie postérieure, peu importe. En gros, l'idée, c'est que la jonction, elle est juste sous votre nez et que c'est facile d'y accéder chirurgicalement sur le tout petit. Dès qu'ils grandissent un peu, honnêtement, c'est beaucoup plus profond. Les ouvertures derrière, elles sont hyper douloureuses dès que vous développez un peu la paroi musculaire. Donc, après passer un certain âge, on passe en chirurgie mini-invasive. Alors, soit cellio, soit robot, soit au travers du péritoine, soit en rétropéritonéal. Honnêtement, ça dépend des habitudes, peu importe. L'idée, c'est quand même de passer en chirurgie mini-invasive à partir de 1 ou 2 ans. Quoi. Là, j'aime bien cette vidéo pour vous montrer l'histoire des vaisseaux polaires. L'idée, c'est, regardez là, donc là, vous avez le pied long, là, vous avez l'urtère, et là, vous avez ces vaisseaux polaires. Et vous voyez que finalement, quand on bouge ce pied long, qu'on fait couler derrière les vaisseaux polaires, finalement, il n'y a plus de jonction derrière. Parce que c'est uniquement les vaisseaux polaires qui appuient. Et là, je n'en parle pas trop parce que nous, on ne le fait pas, il y a peu de centres qui le font. C'est que ce qui est possible aussi, c'est du coup de ne pas faire de résection de la jonction pyélo-rétérale, mais juste de descendre un peu la jonction, de mobiliser un peu et de monter un petit peu les vaisseaux et de les coincer un peu dans le pied long avec une petite suture, ce qu'on appelle le vascular reach. L'idée, c'est de les dégager un peu de la jonction pour éviter qu'ils compriment pile à cet endroit-là, pour éviter les coliques néphrétiques. Bon. On va faire un petit retour en arrière sur les reflux. Surveillance de quels enfants qui ont un reflux grade élevé? Comment? Avec une écho? Une créate à partir d'un certain âge? Alors, je ne vais pas, c'est vrai qu'on aurait pu le faire parce que du coup, je fais un petit teasing, mais la prochaine session sera médico-chirurgicale et j'avoue que je ne peux pas vous répondre à partir de quand et à quel patient les néphrologues font une évaluation de la créate et de la fonction rénale. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'envoie tous mes reflux au néphrologue. Et donc, c'est une question intéressante auquel je ne sais pas répondre. Mais en tout cas, ils font au moins une protéinurie, recherche d'albuminurie, et après, à partir de quand ils font l'évaluation, je pense que sur tous les reflux intermédiaires ou de haut grade, il doit y avoir à un moment une prise de sang. Hein. Et désolée, je ne peux pas répondre à cette question. Mais c'est sûr que l'évaluation, elle doit être néphrologique pour les reflux dès qu'ils passent le nouveau-né, et surtout dès qu'ils s'infectent. Donc, surveillance que pour les grades élevés? Non, la surveillance, elle est pour tous les patients. Hein. En fait, on va je vais vous parler après de quels patients on dépiste. Actuellement, normalement, on ne devrait pas savoir qu'il y a un reflux, sauf pour les patients qui ont besoin avoir un suivi néphro-urologique. Parce qu'on ne dépiste maintenant les reflux que pour ceux qui se compliquent ou qui ont un retentissement sur l'autre appareil. Et donc, tout cela doit se surveiller de façon très rapprochée. Finalement, notre démarche diagnostique, que je vais vous détailler après, notre logique diagnostique fait qu'on ne va savoir que les reflux que l'on va surveiller de près. Donc, actuellement, tous les reflux où on sait qu'il y a un reflux, ils sont surveillés de près, oui. Parce qu'on a éliminé dans notre diagnostic tous ceux dont on n'a pas besoin de suivre, finalement. C'était clair, ça? Et donc, le suivi, il consiste en une écho, une imagerie. Alors, le suivi, c'est suivi néphro-uro-échographique au long cours. Après, on s'arrange avec les néphros. J'avoue, moi, le reflux qui ne s'est jamais infecté,
et qui a juste possiblement une altération du haut appareil futur sur la néphropathie de reflux, je ne les vois pas tous. Hein. On s'en voit quand même quelques-uns. Mais on alterne des fois le suivi. Mais en tout cas, oui, au long cours, c'est arrivé de temps en temps de récupérer un enfant qui avait une dilatation pilo-urétérale néonatale, perdue de vue, comme le fonction, et qui arrive en insuffisance rénale avec 2 reins complètement abîmés. Alors, on ne saura pas si c'est parce qu'il a fait sa philo. Possiblement, on n'aurait rien pu faire. Peut-être que c'était que de la néphropathie de reflux, mais on aurait peut-être pu le prendre en charge avant qu'il soit complètement insuffisant rénal et qu'il passe d'emblée de je consulte aux urgences et je suis inscrit 3 mois après sur la liste de greffe. Comment choisir une technique par rapport à une autre? Comment on fait la technique? Ben ça, ce que je vous disais, c'est qu'en gros, on essaie toujours d'être le moins invasif et ça dépend de à quel point vous avez envie d'être efficace. En gros, vous avez une technique qui n'est pas très invasive, qui est l'injection endoscopique, et vous avez une technique qui est plus invasive que la réimplantation. Vous avez une technique qui marche moins bien que l'injection endoscopique et vous avez une technique qui marche hyper bien que la réimplantation. En gros, à quel point vous avez envie soit de vous permettre d'attendre un peu plus, c'est-à-dire en gros, c'est 1 ou 2 piélos et puis une cicatrice, mais les reins sont plutôt jolis. Ben là, vous pouvez proposer une injection endoscopique. Ce n'est pas la peine d'aller faire d'emblée le GIGN, quoi. Vous pouvez juste envoyer la gendarmerie, quoi. Et si vous avez un rein complètement abîmé, vous avez déjà une insuffisance rénale, vous avez plein de cicatrices, vous avez un gros reflux, ce n'est pas la peine d'aller faire musette des injections endoscopiques, ça ne va pas bien marcher et vous n'avez pas envie de vous retaper une piélo derrière. Donc là, vous allez mettre ceinture Evotelle et vous allez faire la réplantation. Voilà. Après, ça, c'est des discussions de staff. Hein. Il n'y a pas de reco absolu. Il y a des équipes qui font que des injections endoscopiques. C'est tout ça qui est discuté. En fait, est-ce que vous allez à la chirurgie? C'est ça l'indication. Après, le technique chirurgicale, elle est vraiment discutable. Même en absence d'antécédents d'infection urinaire, on doit faire la cytographie en pré-op pour une JPU. Et oui. Pour les petits, hein, encore une fois. C'est vraiment ce que je vous ai marqué, la cytographie que je vous ai montré. Moi, cet enfant, voilà, celui-là, là. En fait, moi, je l'avais prévu pour une cure de jonction. Hein. Il y avait une énorme dilatation échographique. Il avait une perte de fonction à la scintigraphie. Je programme la cure de jonction. Je me dis quand même, on va faire une cystographie parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Et bien, bim, c'est un reflux. Donc, c'est hyper important. Et là, j'aurais pu faire la cure de jonction, mais ça n'aurait pas beaucoup aidé dans la prévention de ces infections, quoi. Donc, sur le petit, vous pouvez tout à fait avoir un reflux qui fait une grosse dilatation du haut appareil. Donc, on fait honnêtement des cystographies. Je dirais, mais bon, c'est petit, quoi, jusqu'à 2-3 ans. Après 2-3 ans, a priori, le reflux, il a diminué, ça ne devrait pas faire ça, quoi. Il faut obligatoirement la scintille pour avoir la fonction rénale avant l'intervention? Oui, franchement, c'est mieux de faire une cure de jonction sans scintigraphie, c'est pas élégant. Hein. Parce que du coup, derrière, vous ne saurez pas déjà. Si jamais il y a un souci derrière et que ça ne marche pas bien ou que vous avez des complications, vous ne saurez pas s'il a perdu la fonction, s'il avait déjà perdu la fonction ou pas. Et autre chose, c'est important de savoir s'il faut vraiment le faire une cure de jonction. Encore une fois, ça nous arrive de temps en temps d'avoir une grosse dilatation, une jonction pilo-urétérale, obstructive, obstructive, vous faites la scintigraphie et il y a 5% de fonction. Ben là, vous enlevez le rein, en fait, ce n'est pas une cure de jonction. Donc, c'est important de savoir quand même pourquoi on se bat et de savoir de quoi on part. Toute dilatation piélocalicielle dépistée en anténatal doit être suivie jusqu'à l'adolescence? Oui, j'y arrive. En fait, j'adore parce que vous êtes super intéressé, mais en fait, tout ce que vous me posez, il y a plein de choses que je vais en parler du diagnostic anténatal. Peut-être que j'aurais dû faire les modalités avant. Peut-être que je n'ai pas fait mon PowerPoint dans le bon sens. Si on a un reflux à la cystographie, on traite le reflux avant la jonction? Ah ben non, si on a un reflux à la cystographie, alors il y a certains patients qui ont une pathologie bipolaire, c'est-à-dire et un reflux et une jonction. Honnêtement, c'est la particularité quand même. Globalement, vous allez traiter ce qui vous embête. Si vous opérez votre patient d'infection urinaire fébrile, vous allez plutôt traiter le reflux et vous verrez après si la jonction elle se décompense dans le temps. Si vous opérez le patient parce qu'il fait des coliques néphrétiques, s'il a un petit reflux, bah, c'est pas grave. Mais globalement, si vous avez les deux, c'est qu'il faut souvent opérer aucun des deux, je dirais. Parce que c'est
c'est pas tout à fait le bon diagnostic, quoi. Enfin, en tout cas, il faut se reposer la question de pourquoi, encore une fois, on n'opère que ceux à qui on va rendre service. On n'opère pas des images, on n'opère pas des diagnostics. On opère ceux qui vont finir par avoir une altération du haut appareil. C'est où? C'est arrêté où? Ah, les mégahues. Donc, on descend. Obstruction. On est à la jonction pyélo-urétéro-vésicale. Pardon. En gros, quand on les opère, parce que alors là, vraiment, c'est ceux qu'on opère encore moins, ceux-là, vous avez un mégaurtère, là, une dilatation de l'urtère, qui se termine par une petite queue de radis qui arrive là. Là, c'est la sonde qu'on a mis dedans, mais normalement, là, c'est la vessie, vous voyez. Et donc, c'est un peu comme la jonction pyélo-urétérale, je vous disais, la fibrose. Là c'est pareil, c'est une sténose intrinsèque. Et en plus, peut-être que c'est le cas aussi pour la jonction pyélo-urétérale, je ne sais pas, mais il y a un problème de propulsion des urines parce qu'il n'y a pas de cellule de Cajal. Enfin, vous passez le détail, mais en gros, c'est adynamique. Ça, c'est quand même… Alors, mégaurtère obstructif primitif, petite notion quand même pour qu'on comprenne bien notre diagnostic, c'est vraiment un diagnostic d'élimination. Parce que mégaurtère, ça veut juste dire dilatation de l'urtère. La dilatation de l'urtère, c'est à partir de 7 mm. Je vais marquer nulle part, mais ça fonctionne. Dans tous les mégaurtères, ça peut être plein de choses, les mégaurtères. Ça peut être rien, juste un peu dilaté, l'histoire de l'entonnoir, c'est un peu dilaté, mais ça coule, c'est comme ça. Ça peut être un reflux, ça peut être un mégaurtère obstructif primitif. Donc, en fait, ce diagnostic, en général, on ne l'a pas tellement parce qu'on l'a que quand on a fait le diagnostic, et ça veut dire qu'on l'a que quand on va les traiter. Parce que sinon, tous les mégaurtères qui ne demandent rien à la personne, on ne sait pas s'ils sont refluents, obstructifs, on s'en fiche en fait. Donc finalement, le diagnostic de mégaurtère obstructif primitif, il est extrêmement rare parce qu'il y en a très peu qu'on va opérer. Donc en gros, ça correspond à 4 sur 10 000 naissances. Donc le diagnostic, il est échographique, c'est dilaté du haut jusqu'en bas, enfin bas jusqu'à la vessie, quoi. Ça, c'est le diagnostic de mégaurtère. Déjà, pour qu'on dise que c'est obstructif au sens opposition à refluent, on est dans la branche obstruction, qui n'est pas forcément une obstruction chirurgicale, vous avez compris, j'espère vraiment. Donc, ça veut dire que je n'ai pas été claire si vous n'avez pas compris cette notion-là. Donc, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, parce que du coup, il faut vraiment reprendre. En fait, il y a obstructif dans le sens, c'est une anomalie d'écoulement des urines avec un endroit où ça bouche un peu. Et il y a obstructif, attention, il y a un gros bouchon, ça va abîmer en haut, et donc il faut les opérer. Donc là, les mégaurtères obstructifs primitifs, ça veut juste dire qu'en gros, c'est un peu serré en bas. Donc, forcément, ça se dilate au-dessus, ça c'est la base. Et ce n'est pas un mégaurtère refluent. Donc, il faut absolument avoir une cystographie rétrograde, c'est comme pour la jonction, pour éliminer le reflux, pour pouvoir confirmer que c'est une obstruction. En fait, le diagnostic d'obstruction au terme, le titre d'obstruction, il vient en opposition à la au bras refluent. Toutes les anomalies d'écoulement des urines peuvent faire une dilatation et on ne sait pas si on est d'un côté ou de l'autre du bras, entre le reflux et l'obstruction. Le seul moyen de le savoir, c'est d'avoir cette cystographie. Donc, quelles sont les indications chirurgicales et pourquoi je vous dis finalement on a peu de diagnostic comme ça parce qu'on n'en opère pas beaucoup. En gros, c'est ceux qui perdent de la fonction. C'est toujours la même chose, c'est facile l'urologie pédiatrique. C'est ceux qui perdent de la fonction. C'est pareil, c'est la scintigraphie. Deux scintigraphies d'intervalle, vous gardez la fonction, bam, on les opère. Ceux qui ont juste une perte de fonction au départ et qui ne sont pas très dilatés, attention, il ne faut pas les opérer. Parce qu'en fait, ça veut dire que possiblement en anténatal, c'était serré, mais que ça s'est assoupli. Donc, ils ont déjà perdu de la fonction, mais ils ne vont plus en perdre parce que ça s'est détendu et ils sont moins dilatés. Donc, le retentissement fonctionnel, oui, mais associé à une dilatation encore, bien sûr. Les complications, les infections, par exemple, les pyélonéphrite, on sait que les mégaurtères obstructifs, ils sont très pourvoyeurs parce que c'est dilaté juste en amont de la vessie qui est possiblement contaminée. Et majoration de la dilatation, ça c'est dans quelques papiers, honnêtement, il y a peu d'équipes qui retiennent encore cette indication chirurgicale parce que c'est très fluctuant dans le temps. Et on n'a pas, comme pour la jonction pyélo-urétérale, un cut-off en disant à partir de 30, ça va être obstructif. Il y a des mégaurtères qui sont hyper dilatés, qui ne demandent rien à personne, qui coulent, quoi, et ils sont juste dilatés. Mais globalement, c'est toujours pareil, on attend nos chirurgiens parce qu'en fait, 80% des mégaurtères obstructifs vont s'améliorer dans le temps. Voilà. Donc, notre travail, c'est de faire en sorte que d'ici qu'ils s'améliorent tout seuls, et encore une fois, la nature est bien faite, eh ben, il faut éviter les complications. Pour éviter les complications, il faut nettoyer cette vessie. Pour nettoyer la vessie,
il faut faire pipi régulièrement, il faut boire beaucoup d'eau, il faut faire caca tous les jours, des fois de l'antibrophylaxie, une circoncision, et on les suit par contre, on les suit. Et quand certains, on arrive à devoir les opérer, alléluia, ceux-là, du coup, soit on peut faire une dilatation endoscopique, pareil pour l'injection endoscopique, moins fan. Je suis moins fan, et même dans la littérature, on est moins fan globalement parce qu'il y a quand même beaucoup de complications en lien avec cette dilatation. En gros, on passe par les voies naturelles, on met un ballon dans la jonction, on le gonfle, pam, on leur pète la jonction pyélo-rétérale, ça fait le passage. Il y a beaucoup de pyélonéphrite derrière cette intervention. Ce n'est pas une intervention hyper satisfaisante. Les résultats ne sont pas ouf. Mais c'est pareil, des fois, ça permet plutôt d'aller réimplanter et court-circuiter toutes les voies d'abord plus tard. Des fois, ça permet quand même de dilater un peu et de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de les opérer finalement. Donc, c'est quand même, dans nos discussions, c'est quand même quelque chose qu'il faut envisager. Mais si vous avez vraiment un vrai gros méga obstructif avec une altération de la fonction, avec le vrai de vrai, finalement, la réimplantation, c'est quand même une bonne indication. Dernière obstruction rapidement, parce que là, pour le coup, c'est vraiment de l'ultra spécialité, mais je me permets quand même d'en parler, parce que de un, ça fait quand même partie de l'arsenal de toutes les obstructions de la voie urinaire, de l'anémie d'écoulement, et aussi parce qu'il y a des petits rattrapages qui peuvent être faits et qui sont hyper importants de faire sur des patients qui n'ont pas bénéficié d'un diagnostic anténatal. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dont vous devez avoir des petits warnings quand vous avez des éléments sur des patients que vous suivez. Donc, rapidement, les valves, c'est un obstacle sous-vésical. C'est que le garçon, parce que c'est des valves sur l'urètre postérieur et les filles n'ont pas d'urètre postérieur. En général, c'est un diagnostic anténatal. Et le pronostic, il est rénal plus. En fait, vous avez une obstruction depuis la vie anténatale. Alors là, je peux vous dire que la néphrogénèse, elle s'est faite à des pressions hyper élevées. Donc, il y a 30% de valves quand même qui vont finir greffées. Hein. C'est le pronostic, il est surtout néphrologique. Je ne vous en parle pas pour ça, parce que vraiment, ça, c'est l'ultra spécialité. Mais je vous en parle parce qu'il y a certaines valves partielles. C'est-à-dire, c'est pas complètement… Ceux qui sont obstruction, ceux-là, de toute manière, ils naissent pas. Ceux qui sont obstruction pas mal, eux, ils naissent avec un diagnostic anténatal et on les prend en néonatal. Ceux qui sont un peu obstruction, ben, en fait, ils peuvent passer au travers. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une dilatation pyélo-urétérale, par exemple, des fois diagnostic anténatal, et puis ils vont évoluer, mais ils ne vont pas bien évoluer, en fait. La dilatation, elle va se majorer, ou ils vont faire des infections. Et là, c'est warning. C'est-à-dire qu'un garçon qui a une dilatation du haut appareil, et qui évolue pas dans le bon sens ou qui fait des pyélos, il faut regarder cette urètre. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'intérêt principal de cette cystographie rétrograde, c'est de voir cette urètre. Sinon, pour ceux qui sont du diagnostic anténatal, ceux-là, en gros, ils naissent en matière de niveau 3. On confirme le diagnostic quand même et on résette les valves. Et depuis on n'a pas beaucoup de méta-analyses en chirurgie pédiatrique, donc je l'ai mise quand même, de Luc Harper qui est à Bordeaux, qui a quand même réussi à montrer que faire une circoncision, pour le coup, avant tout épisode infectieux, protéger les hauts appareils des valves. Donc déjà qu'ils ne partent pas flambant, c'est important de faire tout ce qu'on peut pour les protéger. Et donc, on fait une postectomie au moment où, rapidement, pour ces patients. On propose, parce qu'il n'y a qu'une étude, donc c'est difficile d'imposer aux parents, mais on propose. Je voulais juste vous marquer, parce que c'est quand même abstrait cette histoire de valve. Donc, je vais vous montrer ce que c'est quand même des valves. Donc là, vous regardez dans la vessie. Vous reculez avec l'endoscope. En fait, on recule dans l'urètre, là. On recule. Bon, pardon, mais c'est un urètre de nouveau-né, donc c'est pas très stable, hein, pour avoir le mal de mer. Là, c'est le verrue montanum. Vous continuez à reculer, et là, vous allez voir un truc qui va nous tomber sur le nez, là, blanc, là. Poc. Ça, là. Ce truc blanc, là. C'est ça, là, les valves. Et ça, vous comprenez bien que ça empêche un peu le bon flux. Et c'est ça qu'on va aller couper. Donc, les valves, en gros, l'évolution, c'est vers l'insuffisance rénale. Vous avez une vessie de lutte, donc qui va avoir une hyperpression. Elle va faire des mégalurtères, que ce soit obstructif, refluent. En fait, ça, vraiment, c'est des vessies qui ne sont pas très jolies. Bon, pas tous, hein, il y a des valves qui vont bien, je vous rassure, mais pas beaucoup en vrai. C'est quand même une pathologie qui a un vrai pronostic néphro-urologique. Donc, vous avez la partie néphrologique que je ne connais pas, vous avez bien compris, parce que j'ai des super néphrologues avec moi et que je suis complètement assistée dans ce domaine-là. Et la partie, par contre, urologique, il y a la résection de valve au départ, OK. Il y a le rattrapage des diagnostics et la résection de valve, du coup, secondaire. Et après, il faut prendre en charge quand même ces vessies. C'est des vessies qui sont moches,
qui ne fonctionnent pas bien et il faut essayer de les améliorer parce que, encore une fois, dans toutes ces pathologies d'écoulement des urines, le bon fonctionnement vésical va permettre vraiment d'améliorer les choses. Donc, nous, notre travail aussi d'urologue, c'est de faire en sorte que ces vessies elles fonctionnent bien avec leur capacité. Et si jamais on n'arrive pas à avoir une vessie qui fonctionne bien, eh ben, ces patients-là peuvent être au cathétérisme intermittent. On peut agrandir leur vessie. Il faut vraiment que ces vessies soient au mieux pour l'autre appareil qui déjà part avec une petite balle dans l'aile. La bonne expression, mais ça vous aide. Du plomb dans l'aile. Donc, on en vient à toutes les questions qu'on m'avait posées. Alors, peut-être que j'aurais dû commencer par ça, mais en fait, je trouvais ça plus logique de vous en parler maintenant, une fois que vous avez une vision globale sur toutes les pathologies. Parce que ce qui est important maintenant, c'est de savoir finalement, on a toutes ces possibilités diagnostiques de toutes ces anomalies d'écoulement des urines, mais finalement, lesquelles on a besoin de savoir. Quel diagnostic on a besoin de poser de façon formelle, à part anomalie d'écoulement des urines. Et du coup, on a plusieurs modes d'entrée pour la réflexion, disons, de la stratégie de diagnostic. Soit vous avez le diagnostic anténatal. Ça, c'est encore une fois, des fois, on se dit pourquoi on a fait chirurgie. Parce que finalement, sur toutes les dilatations pilocalicielles ou pileurétérales, les modérées, c'est les plus fréquentes, hein, les modérées, unies ou bilatérales du deuxième trimestre. C'est hyper fréquent, c'est 1 à 5% des grossesses. Dans toutes celles-là, il n'y en a que 5% qu'on va finir par opérer. Je trouve que le rendement est quand même vraiment pas bon. Bon, c'est plutôt bien pour les enfants. Ce qu'il faut savoir quand même, et c'est pour l'information, globalement, de toutes c'est le grand lot de diagnostics anténataux, c'est celle-là du deuxième trimestre, hein, et ben, il y en a globalement 40% qui vont disparaître. Bon, ça, là, voilà, ça va être résolu. Il y en a la moitié quand même qui vont se stabiliser. Il y en a 10% qui vont s'aggraver. Et donc, tout ce truc-là, ça se justifie pour ces 10%-là qu'il va falloir absolument, éventuellement, prendre en charge de façon rapprochée et éventuellement opérer rapidement. Je vous passe les autres, c'est-à-dire les dilatations pilocalicielles sévères, les mégavessies. Ça, c'est vraiment de l'ultra-spécialité. Je pense que ce n'est pas le lieu de cette EPU-là. De l'ultra-spécialité de toutes les malformations sévères qui, elles, sont CPDPN, cariotype, IRM. Enfin, tout n'est pas tout beau, tout rose dans le diagnostic anténatal des uropathies. Hein. Moi, je vous parle de celles que nous, on va suivre, vous et moi, on va suivre en consultation au long cours. Ça, là, c'est vraiment une branche à part pour vous dire quand même qu'elles existent. Quoi. Donc, on revient sur les gentillettes. Mais quand même, certaines au milieu de ces gentillettes ne sont pas sympas. Donc, en gros, vous avez une dilatation piélo-calicielle ou piélo-urétérale de diagnostic anténatal. Ce qui va être organisé en anténatal, c'est où est-ce qu'il va naître. Ça dépend de est-ce que vous avez peur ou pas de ce que ça peut être. Est-ce qu'on pense à des valves, par exemple, naissance materne niveau 3. Si c'est juste une dilatation sympa et qu'elle n'est pas hyper importante, finalement, l'enfant peut naître où il veut, enfin, ou la mère veut plutôt. Ce qui juste, il faut savoir, c'est est-ce qu'elle pourra avoir une échographie en postnatal. Parce que c'est beau le diagnostic anténatal, mais il n'y a rien de mieux que le diagnostic postnatal. Il faut quand même confirmer le diagnostic à la naissance. Et donc, la recommandation, c'est toute dilatation en anténatal doit avoir une échographie avant la sortie de maternité. En fait, elle n'est pas bonne, cette échographie. Elle n'est pas du tout fiable, en fait, parce que l'enfant est déshydraté et ce n'est pas du tout l'écho de référence qui aura lieu à 1 mois. Cette échographie, elle permet juste d'éviter la catastrophe, d'éviter l'énorme truc qu'on n'a pas vu en anténatal. Et ça permet aussi, nous, alors là c'est pareil, ça c'est, j'ai même mis le logo du CHU de Montpellier parce que ça c'est très local, mais bon pour ceux qui travaillent avec nous, du coup vous savez ce que nous on fait. Les recommandations, nous, c'est qu'à la sortie de la maternité, s'il y a une dilatation piélocalicielle de plus de 15 mm et ou une dilatation urétérale, alors on met en place l'antibio-prophylaxie, alpha-til jusqu'à 6 semaines, puis Bactrim. En tout cas, tous ces patients ayant un diagnostic anténatal, une fois que vous avez sorti ceux qui ont une prise en charge néonatale particulière, ceux-là, et c'est là où vous êtes important parce que des fois il y a des perdus et de temps en temps vous m'envoyez un mail genre mais celui-là il a 6 mois, il n'a jamais été revu. Mais merci de faire ça. Ceux-là, ils doivent avoir une écho de référence à 1 mois. Vous pouvez très bien avoir une dilatation piélocalicielle modérée en anténatal. À la mater, elle est minime parce que l'enfant il est sec comme un pruneau. Et à 1 mois, bam, vous avez 30 mm de dilatation. Donc, celles-là, il ne faut pas les rater. Donc, il y a une échographie de référence avec une consultation en urologie à 1 mois de vie pour toutes ces dilatations. Après, voilà.
il faut savoir quand même quoi dire aux parents, parce que du coup, quand même, globalement, ça va. Enfin, il y en a quelques-uns qui vont prendre en charge. Globalement, en plus, la chirurgie, bah, je vous ai montré, c'est quand même pas non plus un truc incroyable. Donc, il faut dire que globalement, dans la plupart des cas, ça va. Il y en a certains qui vont pas forcément bien évoluer, mais qu'on va les prendre en charge. Il faut quand même les alerter sur le risque infectieux. Toutes ces uropathies, vous avez compris, principalement l'anomalie d'écoulement des urines peut favoriser les infections, ça paraît logique. Hein. Et donc, du coup, la pyélose sur le nouveau-né, en général, elle n'est pas bien tolérée ni par le nouveau-né ni par la famille. Donc, avant 6 mois, les uropathies malformatives, elles vont aux urgences à toutes les fièvres. Déjà, je pense de façon générale, avant 3 mois, je crois que tout enfant va aux urgences, mais moi, je pousse un petit peu parce que je trouve qu'avant 6 mois, ils ne sont pas piquables, il faut faire la CRP. Enfin, je pense que c'est bien quand même, quand on sait qu'il y a une dilatation, qu'il y a un risque infectieux, qu'il y ait l'ensemble du bilan. Après 6 mois, moi, je fais une ordonnance pour que, enfin, il ne tape pas forcément toujours les urgences, pour qu'en cas de fièvre inexpliquée, durant plus de 48 heures, on fasse une bandelette urinaire. Et si c'est positif, alors NFS, CRP, ECBU. Attention pour faire la prise de sang, parce que sinon on ne pourra jamais conclure à une pyélo. Et on peut dire oui, mais la plupart du temps, c'est rien, ne vous inquiétez pas, ça va bien évoluer, c'est dilaté, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça va aller. Mais attention, on les suit au long cours. On ne les laisse pas partir dans la nature en disant il est dilaté à 5-6 mm, c'est rien, on ne se revoit plus, madame. Non, parce que ceux-là, il y en a certains qui vont s'aggraver. Et donc, il faut les dépister et donc, il faut les suivre. Alors, les suivre, c'est facile à dire. En pratique, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'il faut faire des échographies de temps en temps. Alors après, ça dépend de la dilatation. Si vous avez une dilatation qui vous inquiète, vous allez le revoir à 3 mois. Enfin, on va le revoir à 3 mois. Si c'est moyen, on le revoit à 6 mois. Si on n'est pas inquiet, on le revoit à 1 an. Quoi. Après, ça, c'est au pifou. Bon, c'est comme on le sent. En tout cas, surtout les dilatations pyélocalicielles, il faut qu'il y ait une échographie, moi, je pense, au moins à la puberté à un moment. Donc, en pratique, finalement, c'est juste suivi et échographie. Mais on garde en tête ceux où il y a, attention, est-ce qu'il n'y aurait pas possiblement une altération du haut appareil qui pourrait arriver? Donc, c'est ceux qui font des pyélos, c'est ceux qui ont une dilatation qui se majore, parce que est-ce qu'il n'y a pas une obstruction? C'est ceux qui ont des complications, hypertension, douleur, tout ça. Donc, ceux-là, on va aller chercher est-ce qu'il y a possiblement une altération? Donc, scintigraphie des MSA s'il y a une infection, MAC3 s'il y a une obstruction. Et seulement là, si jamais, je vous redétaille ça juste après, mais les indications de cystographie, elles sont très rares. La seule vraie indication pour moi de la cystographie, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des valves de l'urètre postérieur? Donc, encore une fois, c'est la dilatation d'anténatale chez le garçon qui ne va pas dans le bon sens. Ça se majore, il s'infecte, ce n'est pas dans le bon sens. Normalement, il doit aller de mieux en mieux, et là, il ne va pas de mieux en mieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas des valves partielles? On va aller regarder cette urètre. Sinon, on fait une cystographie rétrograde qu'à ceux qui ont fait une pyélo où il y a une cicatrice. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de savoir s'il y a un reflux ou un mégaurtère obstructif que si on va aller l'opérer. Et encore, j'ai envie de vous dire, nous, on est tellement frileux sur la cystographie parce que c'est invasif que même, ça c'est près moi, c'est ma pratique, je ne suis pas la seule à faire ça, mais il n'y a pas de recours sur ça. Mais par exemple, moi, s'il y a un mégaurtère qui s'infecte chez la fille, parce que le garçon, vous avez compris, je fais la cystographie parce que je veux voir son urètre. Chez la fille qui s'infecte, que ça soit un mégaurtère obstructif primitif ou que ça soit un mégaurtère refluent, pardon, je suis en train de dire n'importe quoi, excusez-moi, Yeta. Chez le garçon avec un mégaurtère qui est pas très important, pas une grosse dilatation qui pourrait me faire craindre une obstruction. Finalement, je peux des fois proposer la circoncision parce que c'est le même diagnostic pour les deux, obstructif et refluent. Je peux des fois proposer une circoncision sans avoir forcément le diagnostic de reflux ou d'obstruction. Parce que finalement, la protection, la prévention de la contamination vésicale, c'est la circoncision. Mais encore une fois, sur cela, attention, c'est que si la dilatation, elle est minime, les reins, ils sont magnifiques, la vessie, elle est normale, et je n'ai pas en arrière-pensée les valves, parce que sinon, c'est cystographie rétrograde. Je me suis un peu éparpillée. Revenons à un truc. Donc, en gros, cystographie, c'est suspicion de valve. C'est si vous allez opérer de quelque chose pour vérifier que ça soit un reflux ou une obstruction. Je passe les uropathies complexes, c'est vraiment l'ultra spécialité. Et en bilan préopératoire des jonctions sur les petits.
Donc là, on a fini le diagnostic anténatal. C'est pour ceux qui avaient posé la question, ça répond aux questions, aux attentes. J'ai une question. Une question. En dehors de la résection sous endoscopie, existe-t-il d'autres moyens de traitement curatif? Je pense pour les valves. Pour les valves, non. Par contre, on n'est pas obligé de faire la résection de valves en période néonatale. Des fois, ils sont trop petits, on n'a pas le matériel. L'urgence, elle est à dériver les urines. Donc, si on ne peut pas faire une résection de valve, eh ben, on met un cystocate, on peut même mettre de la vessie à la peau. C'est un truc qui marche hyper bien. Ça marche presque même mieux que faire une résection de valve pour la protection du haut appareil. Parce que la vessie, encore une fois, elle est moche, cette vessie. Vous mettez la vessie à la peau, elle se vide nickel. Le bébé, il peut attendre quelques temps comme ça, quelques mois, même années, j'ai envie de dire. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir aller réséquer les valves. Après, il y a plusieurs techniques de résection de valves. Vous avez la lame froide, le crochet, le laser. Mais globalement, si la question c'est des dilatations, non. En cas de UHN unilatéral, comment faire la différence entre un reflux ou un méga-U? Comment savoir s'il est associé à une JPU? Et c'est quoi votre stratégie thérapeutique dans ce cas? Alors, comment on sait que c'est un méga-U? C'est un méga-U. En fait, que ça soit un reflux ou un méga-U obstructif primitif, le diagnostic, c'est un méga-urtère. Il y a une dilatation de l'urtère. Comment savoir si c'est l'un ou l'autre? C'est la cystographie rétrograde. Est-ce qu'on a besoin de savoir si c'est l'un ou l'autre? Que si on va les opérer. Donc, pas souvent. Est-ce qu'on peut avoir aussi une jonction? Oui, on peut toujours tout avoir. On peut avoir la peste et le choléra. On a plus souvent une jonction et un reflux que la peste et le choléra, comme je vous l'accorde, mais globalement, c'est quand même pas le plus fréquent, c'est vraiment des cas particuliers. J'ai répondu à la question? Oui. Donc, on a fini le diagnostic anténatal, ça c'est les modalités, donc vous avez compris, c'est vraiment un truc à part, parce que là, en diagnostic anténatal, on a un flux, on a une dilatation, mais on va aller chercher que ce qu'on va traiter, mais par contre, on va surveiller. On passe aux manifestations cliniques. Les manifestations cliniques, la première et la plus importante, c'est la fameuse pyélonéphrite. Je suis assez fan de ChatGPT, on a été hyper copains dans la préparation de ce PowerPoint. Et elle m'a fait rire ce truc parce que c'est tout à fait ça. En fait, on la voit partout, cette pyélonéphrite. On essaie toujours de la voir. Bon, finalement, on est souvent un peu déçus. Donc, le diagnostic de pyélonéphrite, au départ, c'est hyperthermie supérieure à 38,5, CRP élevé, ECBU positif. OK. On a ça. On fait, pour lesquels de ces pyélonéphrite, on a besoin d'aller un peu plus loin pour savoir s'il y a une anomalie d'écoulement des urines. Soit après le premier épisode, s'il y a une anomalie échographique. Anomalie échographique, c'est en gros une dilatation. Là, on sait possiblement qu'il y a une anomalie d'écoulement des urines. Et du coup, on va aller un peu dans cette recherche-là. Soit après un deuxième épisode, même à échographie normale. Pourquoi? Parce que finalement, dans les patients qui ont un reflux, il n'y en a que 11% qui ont une dilatation échographique. Comme je vous dis, l'urtère, il est un peu tendu, disons, et donc il ne va pas forcément se dilater. Et donc, vous pouvez tout à fait avoir une échographie normale et quand même avoir un reflux. Donc, c'est soit après un premier épisode avec une anomalie échographique, soit après un deuxième épisode qu'on lance la démarche diagnostique. J'ai envie de... J'ai pensé à un truc en me disant que vous oubliez. Oui, quand je dis anomalie échographique, pardon, je parle de l'anomalie échographique à distance de l'infection. Il y a l'échographie qui est faite au moins 2-3 jours de l'infection, la première échographie, celle qui va rechercher, qui n'est pas une énorme dilatation, qui n'est pas un abcès, qui n'est pas... Voilà. C'est celle de départ. Celle-là, si elle est normale, vous rentrez dans la case éco-normale. Celle-là, si elle est anormale, s'il y a par exemple une dilatation piélurétérale, en fait, vous pouvez très bien avoir une dilatation piélurétérale uniquement sur la piélite et l'urétérite qui rendent le truc un peu mou et qui se dilatent. Mais celles-là doivent avoir un contrôle échographique à 1 mois. Parce qu'à 1 mois, vous avez souvent une normalisation de l'échographie. Et donc, dans l'approche diagnostique de l'anomalie d'écoulement des urines, quand je dis anomalie échographique, c'est sur celle de 1 mois. Il faut que la dilatation persiste à distance de l'épisode. C'est valable pour filles et garçons. Ouais. Alors, il y a 2 mouvances, mais actuellement, on est beaucoup plus à droite.
à gauche. Je m'arrête, j'essaie de rester focus. Avant, on voulait toujours savoir ce que c'était comme pathologie. On disait parce qu'on a besoin de savoir si c'est un reflux, parce que comme ça, on sait qu'il y a un reflux, on va les traiter de façon plus active, on va leur mettre une antibioprophylaxie, on sait quel est le problème. L'avantage, c'est que voilà, on a un diagnostic précoce, on a un suivi plus rapproché du reflux. Alors, c'est invasif, c'est irradiant, et en plus, franchement, on diagnostique des reflux qu'on ne va jamais prendre en charge. Actuellement, on se dit plutôt, on va chercher un reflux que si on va l'opérer. Et donc, parce que finalement, le reste de la prise en charge, c'est la même. Qu'il y a méga urtère, qu'il fasse des pieds lourds, que ça soit refluent ou pas, on va traiter la vessie, on va traiter la constipation, et c'est toujours pareil. Donc, en fait, ça ne va pas changer notre prise en charge. Donc, on se dit qu'on va commencer par la scintigraphie. S'il y a une cicatrice à la scintigraphie, alors là, oui, on va aller prendre en charge cela. Et donc, là, on va aller chercher la cause. Et donc, là, on va aller faire la cystographie pour vérifier. L'avantage, quand même, c'est qu'on passe dans les séries de 2,4% de cystographie après un premier épisode de Piello avec anomalie écho ou deuxième épisode, enfin, vous avez suivi ou quand est-ce qu'on arrive là, versus 100%. Franchement, le gain, il est énorme pour les enfants. L'inconvénient, mais qui est même dans la littérature est vraiment minime, c'est qu'on a un petit risque d'avoir une récidive parce que du coup, on va attendre finalement un peu plus d'avoir le diagnostic. Mais dans la littérature, c'est très peu finalement le risque qu'on prend pour un avantage qui est quand même net. Et donc, du coup, on est plutôt dans le top-down en ce moment. Je fais des digressions, mais parce qu'il y a vraiment, on revient sur les principes fondamentaux pour expliquer qu'est-ce qu'on va traiter après cet premier épisode de Piello ou ce deuxième épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vraie pyélonéphrite, c'est important de savoir si c'est vraiment une vraie pyélonéphrite. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va altérer l'autre appareil, c'est elle la méchante, c'est elle qu'on traite par antibiotiques. Moi, j'ai beaucoup à ma consultation, et c'est pas encore une fois, c'est pas une critique parce que c'est difficile à faire comme diagnostic, mais j'ai beaucoup à ma consultation des cystographies qui ont été demandées, par exemple, sur des cystites à répétition. Vraiment, la cystite, qui est le fait d'avoir des bactéries dans la vessie, avec ou non symptômes, hein. Ça, c'est gentillet, ça c'est le bas appareil, ça c'est pas ce qui va nous inquiéter sur l'altération du haut appareil. Ça, c'est pas un problème, au sens altération du haut appareil. C'est un problème parce que c'est chiant, ça demande plein de consultations, parce que ça brûle, parce que ça pique, parce que ça pue. C'est un traitement qui est complètement à part. Petit aparté, le traitement de la cystite, j'ai régulièrement beaucoup d'enfants qui ont des antibiotiques tous les mois pour des urines qui puent, pour ça pique, ça mouille, ça gratouille, et on fait un ECBU, et boum, c'est positif, parce que tous les enfants ont des ECBU positifs globalement, et ils ont des antibiotiques. Vraiment, je pense que c'est pas l'idéal, parce que pour deux raisons. La première, c'est que des antibiotiques tous les mois, la flore, c'est petite fille, c'est terrible, la flore, elle est vraiment hyper abîmée. Ça crée des résistances, parce que le jour où il va vraiment faire une pyélo, vous aurez un germe multirésistant parce qu'il y aura des antibiotiques tous les mois. Et en plus, en fait, ça ne va pas marcher, parce que si vous traitez par antibiotiques tous les mois, vous n'allez pas traiter le vrai problème. La cystite, chez l'enfant, et chez l'adulte aussi en vrai, mais particulièrement chez l'enfant, elle vient d'un dysfonctionnement vésical. Si vous avez une vessie qui fonctionne bien, qui se remplit bien. Moi, je dis toujours, c'est comme vous imaginez le joli torrent dans les Pyrénées avec un super courant. L'eau, elle est limpide, vous avez hyper envie de vous baigner dedans. Il y a beaucoup d'eau qui arrive, il y a beaucoup d'eau qui repart, il y a un super flux, c'est hyper propre. Même si le sol, il est sale, en fait, ça va tout partir. Si vous avez un marécage, c'est dégueu, en fait, c'est plein de bactéries. Le problème, ça ne sert à rien de remettre du pesticide dans le marécage, ça ne va pas le nettoyer, ça va marcher 2-3 minutes et puis après, ça va revenir. Ce qu'il faut, c'est laver. Donc, toutes les cystites, tous les troubles mictionnels de façon générale, il faut laver cette vessie, je vous ai redit sur les règles génétiques, tout ça. Et quand vous avez des symptômes de cystite, les urines qui puent, vraiment, j'en parle même pas, c'est vraiment typique, c'est moins chiant à traiter, je dirais, parce qu'il faut leur dire de boire plus, tout simplement. Mais quand ça les pique, des fois, c'est un peu chiant de leur dire ça. Mais en vrai, moi, je leur dis qu'il faut tirer la chasse. C'est-à-dire qu'il faut boire d'un coup beaucoup d'eau. Ça va vraiment faire une hyperdurèse qui va vraiment nettoyer la vessie. Et vraiment, le CBU, le traitement antibiotique, il doit être réservé vraiment aux
aux symptômes importants qui persistent après 2-3 jours d'hyperhydratation. La vessie, c'est toujours le problème. C'est elle le problème, c'est elle qu'il faut prendre en charge. Si on arrive à bien prendre en charge cette vessie, vous n'aurez pas de problème sur le haut appareil, ou beaucoup moins de problèmes sur le haut appareil. Je vous ai mis l'exemple là de une cystographie, on ne le ferait plus ça du coup maintenant une cystographie pour ça, mais sur une gamine qui faisait des pyélonéphrite pour le coup à répétition, et vous faites cette cystographie, là vous dites il y a un reflux, on va opérer le reflux. Ben non, en fait ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que cette gamine, elle a aussi un urètre en toupie, vous voyez, là, ça fait un peu comme un sablier. Parce qu'en fait, quand elle veut faire pipi, elle contracte le sphincter. Et donc, en fait, ça fait de la pression sur le haut de l'appareil. C'est la dysynergie vésico-sphinctérienne. Je dis sur une gamine, c'est souvent les filles, mais ça peut aussi être les garçons, qui en fait ne savent pas bien faire pipi, qui font pipi à vessie trop pleine. Du coup, ils contractent en même temps qu'ils contractent le sphincter. Enfin, donc ça s'apprend à bien faire pipi. Et donc, il ne faut pas traiter. Il faut d'abord traiter la vessie. Et ça, c'est dans les recommandations vraiment. En fait, pour les infections urinaires fébriles, sur les enfants propres, parce que moi, je traite beaucoup la constipation sur les petits, mais bon, faire de la rééducation missionnelle sur un enfant pas propre, bon, bah, c'est pas tout à fait, c'est même pas possible, quoi. Mais à partir du moment où ils sont propres, en fait, il faut vraiment avoir plus à cœur de traiter la vessie que de traiter tout le motif de consultation, alors je ne parle même pas de la cystite, mais même des pyélonéphrite, en fait, en vrai. Il faut s'inquiéter quand même de savoir s'il y a une anomalie d'écoulement des urines. Donc, vous faites l'échographie. S'il y a une anomalie sur l'échographie ou qu'il y a une récidive, bam, scintigraphie quand même, parce qu'il ne faut pas non plus être complètement borné. Si le rein est hyper abîmé, même si ce n'est pas ce qui ne pisse pas, il faut quand même s'en inquiéter. Vous faites la cystographie aussi avec l'anomalie de la scintigraphie, mais même là, si vous prenez en charge le reflux, si vous prenez en charge que le reflux sans traiter les troubles missionnels, ça ne va pas marcher. Et si vous avez une échographie normale, alors là, vraiment, pour éviter les récidives de pyélo, et encore plus pour éviter les récidives de cystite, c'est la prise en charge vésico-sphinctérienne. On fait pipi correctement, on fait pipi les jambes écartées, en se relâchant. J'ai fait un EPU sur les troubles missionnels. Il faut leur apprendre à bien faire pipi. Et si jamais, malgré cela, ils restent constipés et ils ont encore des fluides et ils n'arrivent pas à bien faire pipi, il faut quand même se dire, attention, est-ce qu'ils sont en capacité de le faire? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une anomalie médulaire? Les troubles vésico-sphinctériens, pipi, caca, qui traînent malgré une rééducation convenablement faite, il faut se poser la question de l'IRM médulaire, la délimétrie, du bilan hémodynamique. Hein. Après, c'est une autre escalade, mais voilà, il faut quand même garder en tête que bon, c'est beau sur la rééducation, il faut quand même qu'il soit capable de le faire avec des nerfs qui soient bons. Dernière manifestation clinique, c'est la douleur. Ça, c'est pareil, c'est des fois un peu compliqué parce que du coup, vous avez un gamin qui fait un symptôme de colique néphrétique. Et ben, ça peut être une décompensation sur vaisseau polaire, mais ça peut tout aussi être de la constipation. Et de temps en temps, c'est la déception, quoi. Vous avez colique néphrétique, en fait, et ben, du coup, finalement, non, c'est juste qu'il est constipé, vous traitez la constipation, il n'a plus jamais mal. C'est sûr que s'il a hyper mal et que vous tombez sur un rein hyper dilaté, ben là, oui, on va dire que c'est quand même la faute de la jonction pylorhétérale et vous allez repartir dans le bilan. Si il a hyper mal, c'est assez typique, mais quand vous avez une échographie, il n'est pas trop dilaté ou pas dilaté. Avant de dire que c'est parce qu'il est constipé, quand même, il faut quand même se dire que possiblement, il y en a qui se décompensent par moment et qui se normalisent l'échographie. Et du coup, ceux-là, il faut quand même leur dire qu'il faut faire une échographie en perte critique. Parce que souvent, en fait, ils ont mal. Le temps qu'ils ont aux urgences, ils ont l'écho que le lendemain, ils n'ont plus mal, ils ne sont pas dilatés. Donc, en fait, moi, je fais une ordonnance avec marqué en urgence, soit en libéral si c'est en journée, soit aux urgences, pour qu'ils aient l'échographie vraiment au moment de la dilatation. S'il a mal et il majeure sa dilatation, vous avez le diagnostic de colique néphrétique sur jonction pylorhétérale. Dernière porte d'entrée de ces diagnostics, c'est découverte fortuite. Il y a un trauma, vous faites une écho, il y a une dilatation. Ou alors c'est le dépistage, ça c'est une grosse porte d'entrée. C'est bien parce qu'on augmente en fait le dépistage, mais du coup on se retrouve avec des wagons de dilatation dont on ne sait pas trop quoi faire. Parce que toutes les anomalies morphologiques, digestives, cardiaques, oreilles, enfin, tous ces spectres de malformations, il y a dans le bilan malformatif une échographie rénale. Et en fait, il y a 17% d'associations entre uro et autres malformations. Donc, c'est hyper fréquent.
Donc, en fait, après, vous vous retrouvez avec une dilatation et c'est un peu le même principe que sur le diagnostic anténatal. Finalement, vous vous retrouvez avec une dilatation, vous allez vous poser la question de est-ce que ça peut potentiellement altérer l'autre appareil, c'est-à-dire infection ou obstruction. Donc, vous allez en découler, est-ce que vous allez aller plus loin dans l'exploration complémentaire? Ça va vous permettre de dire aux parents, ben, en gros, si ça ne demande rien à personne, on n'en fait rien. Si un jour ça demande quelque chose à quelqu'un, on en fera quelque chose, voilà. Et puis, ça vous permet d'organiser le suivi sur la même logique que le diagnostic anténatal. En fonction de l'importance de la dilatation, vous allez contrôler. Mais du coup, c'est aussi des suivis après au long cours sur des patients qu'on va peu opérer. Mais pour le 1 ou 2 rein qu'on va sauver, je pense que ça vaut le coup. En conclusion, oui, c'est la fin. Je reprends mon petit schéma de départ parce que c'est la base de l'urologie pédiatrique. Donc, retentissement de votre appareil, le plus important, est-ce qu'il y a des infections? Est-ce qu'il y a une obstruction? Au sens obstruction, ça bouge trop, ça va abîmer l'autre appareil. Ensuite, on va aller chercher que ce qu'on va traiter. Ce n'est pas la peine d'embêter les enfants avec des cystographies rétrogrades, avec des scintigraphies alors qu'il n'y a pas besoin. Est-ce qu'on pense qu'il y a un problème? Est-ce qu'on va le traiter? Alors, on fait la top-down approach. En fait, il faut savoir attendre parce que la nature est hyper bien faite. Je vous ai montré, en fait, ils vont aller globalement bien, ces enfants. Donc, il faut savoir attendre, il ne faut pas les surtraiter. Par contre, il faut les surveiller parce qu'ils peuvent se décompenser au long cours. Et surtout pour tous ces enfants, pour éviter d'avoir à les opérer un jour et pour qu'ils aillent bien, il faut prendre en charge la vessie et la constipation. Je vous ai remis le petit truc si le temps que vous posez vos questions, c'est pour le lien pour les vidéos. Est-ce que le sondage vésical avec calibre progressif peut être une alternative à la prise en charge des valves de l'urètre postérieure? Pas à ma connaissance. Franchement, c'est exactement ce que dit. En fait, quand on a des valves, on n'a aucun problème à les sonder. En fait, le voile, là, vous avez vu, en fait, c'est un voile qui va se détendre un peu dans le sens du flux, mais vous pouvez très bien le repousser et sonder dans l'autre sens. Hein. Honnêtement, les calibrages de valves de l'urètre postérieure, ce n'est pas recommandé. Ah, super. Et bien, du coup, petit teasing pour la prochaine fois. Donc, ce que j'aurais dû faire aujourd'hui, j'aurais dû faire un truc médico-chirurgical avec les néphrologues. Mais du coup, là, Margot, elle l'a anticipé dans l'intérêt, effectivement, parce qu'en fait, moi, je travaille énormément avec les néphrologues. Margot travaille énormément avec les gastros. En fait, on est vraiment médico-chirurgical dans les prises en charge. Et donc, le prochain EPU qui aura lieu le 28 mai, c'est sur le reflux de l'enfant. Quand ça remonte plus vite que ça ne descend. Oui, le reflux. Non, c'est un reflux. Le reflux gastro-œsophagien, celui-là. Pardon. Autre côté. Et donc, il y aura aussi Margot Mignot, qui est gastro-entérologue ici. Et toute l'équipe de gastropédiatrie et toute l'équipe de chirurgie. Margot. Voilà, de Margot. Allez, dernier timing pour ceux qui sont encore là pour les dernières questions. Et puis, je vous libère, j'ai pas mal parlé. J'espère que c'était clair. Oui, je veux pas dire qu'on a ouvert une ligne Omnidoc pour les... Ah oui, on devait faire un petit lien. Du coup, récemment, grâce à Aurélie Casal, toujours, on a mis en place Omnidoc dans le service pour tous les avis. Donc, pas que l'uro, hein. Du coup, il y a la DIF, il y a la gynéco, la thoracique, enfin, toute la chirurgie pédiatrique. Vous pouvez facilement avoir accès à des avis beaucoup plus rapides et qui sont plus organisés, disons, par Omnidoc. Donc maintenant, on est tous dans le service, on est tous accessibles par Omnidoc. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. C'était très intéressant. Merci beaucoup. C'est top. Merci beaucoup. Merci. Très enrichissant. Merci. C'est parfait.